I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour faire avancer les quêtes de sens et les envies de renouveau. Dans cette émission, nous décortiquons, grâce à des témoignages et des expertises inspirantes, comment rester capitaine de notre parcours de vie et assurer sereinement nos transitions. Et ce mois-ci, je reçois un fin connaisseur de notre cerveau. Guillaume Mathias s'intéresse depuis toujours à ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et pour nous expliquer comment fonctionne notre cerveau, il n'a pas son pareil. Il y a 20 ans, il théorise l'inadéquation décisionnelle. Cette approche nous montre que nous ne sommes pas à l'origine de nos décisions et que nous sommes tous sauf des êtres rationnels. Il crée ensuite la Brain Modus Operandi Academy pour diffuser ses apprentissages et éveiller les esprits. Si prendre le pouvoir sur notre cerveau n'est pas chose facile, laisser ce pouvoir aux autres peut nous rendre vulnérables et débiles. Sur 35 000 décisions par jour, combien en prenez-vous consciemment ? Pour le découvrir, installez-vous confortablement. C'est bien de votre algorithme interne que nous allons parler. Ce que vous vous apprêtez à entendre, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Auditeur, auditrice, Guillaume est un peu le Morpheus de Matrix. Il vous propose de prendre une décision. Si vous choisissez la pilule bleue, éteignez cet épisode et retournez à vos occupations. Mais si c'est la pilule rouge que vous choisissez, accrochez vos ceintures parce que l'on va décoller. Bonjour Guillaume Mathias. Bonjour Baptiste. Je suis bluffé par tes éléments de wording. Écoute, on fait ce qu'on peut, C'était pour te rendre un petit hommage et te présenter brièvement, même si je vais te laisser toi aussi te présenter. Ravi de t'accueillir Guillaume sur cette émission. On est du même coin, on s'est dit hors micro qu'on ne comprenait pas pourquoi on ne s'était pas vu avant. Exactement. Et puis j'ai un peu l'impression de te connaître depuis 10 ans parce que je t'ai tellement écouté pour préparer cette émission que voilà, j'ai l'impression de connaître beaucoup de toi déjà. J'aimerais, si tu le veux bien, t'es un très très bon client des podcasts, t'as fait plein d'interventions, donc qu'on prenne un angle particulier qui est une première partie cerveau et transition. Comment on peut utiliser les connaissances que tu as acquises et les méthodes que tu as développées dans un contexte de changement de cap, parce que notre vie est faite de cycles finalement, choisis ou contraints. Donc ce sera une première grande partie, même si je sais que bon voilà. On suivra un fil rouge global, mais... Oui, on est d'accord, tu me décomposes la question là, parce que sinon... c'est ça. Non, c'est pas une question globale. Une deuxième partie aussi, ou un deuxième angle en tout cas, c'est cerveau et spiritualité, parce qu'on parle beaucoup de religion et peu de spiritualité. Je voudrais peut-être qu'on fasse le distinguo ensemble, et puis toutes ces questions finalement de neurosciences rencontrent assez rapidement la philosophie, voilà, des choses beaucoup plus profondes. Ça nous y ramène en permanence. En permanence. Et puis un troisième aspect peut-être qui m'intéresse plus particulièrement, c'est celui sur lequel je t'ai peut-être un petit peu moins entendu dans tes interventions, mais que tu pratiques beaucoup, c'est de relier le cerveau avec le management, ou en tout cas je dirais avec l'autorité. On pourra discuter du mot aussi, autorité. J'ai choisi le mot de capitaine parce qu'il renvoie aussi à ça. Et je trouve que c'est peut-être on a besoin d'une autre forme aujourd'hui d'autorité. Donc j'aimerais bien t'entendre là-dessus, savoir un petit peu tout ce que tu as, voilà, comment tu relis ces deux sujets-là. Eh bien donc, je vois qu'on a un bon programme pour les 7 heures à venir. C'est ça va être sympa. C'est ça. C'est pour ça que je disais installez-vous confortablement. Moi j'ai 17 pages de questions, donc je pense qu'on peut prendre... voilà. Je sais que je sortirai forcément frustré de cet épisode parce que j'aurais pas posé tout ce que je voulais. Promis, je ferai de mon mieux. Mais on va faire de notre mieux tous les deux. Et si on a le temps, une petite séquence destruction de neuromythes aussi, parce que c'est vrai que les neurosciences, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. On le met un peu à toutes les sauces aussi. Tout est neuro en ce moment. Tout est neuro, c'est la mode. Bon, ça s'explique par le développement récent finalement des IRM et etc. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu tendance. Donc on va voir comment on peut détruire quelques neuromythes. Et puis on n'est pas à l'abri de surfer sur la vague de l'improvisation, ni toi ni moi. Non, on n'est pas comme ça. Pour commencer, peut-être pour te présenter aussi, je voulais te poser la question, qu'on comprenne ce qu'est le fil rouge finalement de toute ta carrière, j'allais dire, ou tes recherches, qui est donc cette inadéquation décisionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Alors,
Tu as 2 heures et 3 copies doubles. Alors, c'est parti. Pour introduction. Alors, le terme exact, c'est inéquation. Inéquation, Ne t'inquiète pas, je t'en veux pas du tout. C'est des termes barbares. C'est les trucs qui font bien à l'apéro quand on se la raconte. Donc, c'est bien une inéquation décisionnelle parce que rapidement, notre cerveau... donc, tu as lancé un chiffre clé tout à l'heure en introduction. Hein. Effectivement, notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Mais... on n'a pas l'impression de prendre autant de décisions, et à juste titre, parce que seulement 0,26% d'entre elles sont portées à notre conscience. Alors, si on se base sur les chiffres de l'High-Speed Research 2017, après, tu as des guéguerres d'experts. Ça fait 25 décisions secondes, en fait. Ouais, ça doit faire un truc dans le genre... j'ai jamais fait le calcul, je t'avoue. Mais après, c'est de la guéguerre de chiffres, de définition. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu cet ordre de grandeur. Donc finalement, tu as 99,74% de tes décisions, en fait. Et une décision, c'est une stratégie d'adaptation à un environnement qui échappe complètement à notre rétrocontrôle. Donc on n'a pas la main dessus, on a seulement la main sur 0,26% d'entre elles. Et à ce moment-là, on a une capacité de rétrocontrôle, de maîtrise qui arrive a posteriori et qui nous permet de ce moment-là d'agir en raison, éventuellement. Ça tempère un peu, mais éventuellement. Et donc finalement, notre cerveau, lui, donc dans la majorité des cas, prend des décisions. Il lui faut entre 40 et 230 millisecondes à peu près pour prendre une décision. Et ça, donc, il ne va pas le faire du tout le faire sur des mécanismes liés à la raison. Il va le faire par rapport à des états de tension. Et donc, qui dit un état de tension, dit des forces qui s'opposent. Et donc, c'est bien pour ça qu'on parle d'inéquation. Tu as 2 forces qui vont s'opposer, l'une qui va aller dans un sens, l'autre qui va attirer dans l'autre sens, et en fonction de la force qui va le remporter sur l'autre, ça va définir notre intention comportementale. C'est bien pour ça qu'on parle bien de 2 termes qui ne sont pas égaux, et donc c'est bien une inéquation. Et donc, avant tout, en tant qu'être vivant, on est régi par nos états de tension, avant et bien avant d'être régi par la raison qui finalement occupe une place très courte dans nos décisions. D'où le terme d'inéquation. Donc on est en pilote automatique à plus de 99% du temps finalement. Ouais, ça pique. Hein. Ça pique, hein. Ça pique. Ok, il y a une définition ou une phrase en tout cas, que tu reprends assez souvent, que j'aime bien. Nous sommes des organismes vivants doués de la faculté de mouvement qui devons sans cesse nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Tu viens d'évoquer le socle de toute ma pratique. Ok. Est-ce qu'on n'est pas dans une époque où l'humain a inventé un environnement tellement changeant que ça devient très difficile de s'adapter pour lui-même? Non, pas du tout. On voit bien que l'environnement actuel respecte l'organisme vivant à l'état de nature. Non, oui, bien évidemment, et c'est bien ça un petit peu les enjeux d'aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en tant qu'organisme vivant, on s'est développé à travers des millions d'années d'évolution. Et à travers ces millions d'années d'évolution, on peut prendre les dernières périodes, et il y en a un que j'aime bien, c'est mon pote Maurice. Pote Maurice, c'est le dernier, c'est à l'époque de Cro-Magnon, il y a 25 000 ans, le dernier locataire de la grotte de Lascaux, celui qui a fait des tags avant de se barrer, il n'a jamais récupéré la caution. Mon pote Maurice, il fonctionne exactement comme nous, c'est les mêmes structures, etc. Imagine 10 secondes l'univers de Maurice. Voilà. Et à partir de l'univers de Maurice, on est physiologiquement programmé pour vivre dans cet environnement-là. Donc, la fée électricité, il n'y a pas. Donc, les cycles circadiens et toute la régulation cyclique interne est pilotée par le lever du soleil, le coucher du soleil à la base. Après, il y a d'autres mécanismes qui arrivent derrière. On n'a pas les réseaux sociaux. Donc on n'a pas des stimulations permanentes d'univers fictifs qui viennent rajouter à la charge mentale. On a des segmentations de tâches, alors bonnes, mauvaises, équitables, etc. Ça c'est encore un autre débat, un autre discours, mais toujours est-il, on avait des segmentations de tâches qui font que chacun va avoir une tâche particulière et pas tout à mener de front. Tu vois, on avait des environnements qui étaient beaucoup moins intenses. Autre facteur, c'est l'évolution des environnements. Mon pote Maurice, le monde dans lequel il est né et le monde dans lequel il est mort était inchangé. Ce qui veut dire que, par exemple, nous, en tant qu'organisme vivant, tiens, j'ai une petite question pour toi et pour nos auditeurs. D'après toi, à partir de quel âge commence à se développer le cerveau humain ? C'est très tôt. Quel âge ? Ouais, à quel moment ? Dès les premiers instants, non, je pense, de la conception. Je verrais ça très tôt dans le
Ou de quelques semaines, non, je dirais. Alors, quelques semaines, ouais. Quelques jours ou quelques semaines. Grossesse aménorrhée. Ouais, de grossesse Au bout aménorrhée. de 5 ouais. semaines de 5 grossesse semaines, aménorrhée. voilà, Voilà. À partir de 5 semaines de grossesse aménorrhée, t'es calé, hein. À partir de 5 semaines de grossesse aménorrhée, je l'aurai un jour. Oh, oui, facilement. Au bout de 5 semaines de grossesse aménorrhée, on a la structure cérébrale qui commence à se mettre en place et qui, effectivement, dans le ventre maternel, va pouvoir se développer. Mais à quel âge est-ce que le cerveau termine la pleine mise en place de ses fonctions ? 25 ans, non? Oh, je l'aurai un jour. Et donc, effectivement, 25 ans. Bien joué. Et il arrête de croître physiquement vers 8-10 ans, c'est ça? Ouais, plus tard. Plus tard Chouïa plus tard. Ok. Mais c'est dans cette idée-là, en tout cas. Et donc, la pleine fonction se met en place à 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'on est fait pour s'adapter. En fait, quand on a la pluralité des adaptations possibles. Et puis on est dans un environnement, on est stimulé par cet environnement, et donc notre cerveau va commencer à mettre en place ses fonctions pour s'adapter à cet environnement-là. Et ensuite, passé les 25 ans, notre cerveau a normalement comme réflexe de se spécialiser, non seulement à l'environnement, mais également aux tâches, aux fonctions qu'on va occuper, etc., etc. Et donc on a une spécialisation de notre cerveau qui se fait tout au long de notre vie. Plus la spécialisation se fait, plus tu vas avoir des modes de perception, de réaction, etc. mainstream, c'est vraiment principaux, hyper efficaces, hyper rapides. Et puis après, tu vas avoir, comment on appelle ça déjà ? Un élagage, j'ai perdu les termes. Un élagage, voilà, les élégages synaptiques qui vont dégager toutes les voies secondaires, tertiaires, parce que finalement, on n'en a pas besoin dans cet environnement-là. Donc notre cerveau a appris à se spécialiser dans un environnement fixe, qui ne changeait pas au cours d'une vie. Et donc ça, c'était une super bonne stratégie pour accroître nos chances de survie. Bon, en plus, l'espérance de vie est un peu plus courte. Mais là, ça joue aussi. Mais toujours est-il, le cerveau était là pour se spécialiser à l'environnement. Nous, aujourd'hui, le monde dans lequel on est né et le monde dans lequel on va mourir n'a plus rien à voir. Et donc, finalement, la spécialisation de notre cerveau, si on ne fait rien, joue contre nous. Et nous crée de plus en plus de difficultés d'adaptation aux environnements. Tout à l'heure, tu as repris la phrase clé fondamentale de tous nos travaux, c'est qu'on est des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement. Donc, on répond à la dynamique du vivant, avec la chance d'avoir la capacité de mouvement pour pouvoir nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Si on ne s'adaptait pas, on meurt. Notre capacité d'adaptation, elle est majoritairement liée à notre mise en mouvement. Mais à des environnements en perpétuel changement, c'est tout l'enjeu de notre société. Les environnements changent énormément. Oui, puis on parle souvent de l'homéostasie, de cet équilibre instable qu'on essaye en permanence, voilà, de ne pas trop aller dans un déséquilibre profond, mais de rester dans cet état, un peu comme le surfeur sur sa planche, de réajuster en permanence. C'est ça, sur ta planche, si tu te penches à mort pour faire coucou à la photo, tu vas finir dans l'eau. Voilà, c'est ça. Oh capitaine, mon capitaine. Du coup, quel conseil particulier par rapport à notre époque qui est très demandeuse justement en adaptation, que ce soit professionnellement, personnellement parlant, on voit tout ce qui se passe avec l'essor de l'IA encore, qui nous fait projeter un futur encore plus changeant, etc. Les bonnes pratiques, j'allais dire un peu générales, est-ce qu'il faut ralentir, enfin, j'imagine qu'on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais qu'est-ce qui te paraît primordial pour rester en bonne santé mentale actuellement, quand on a un boulot où on reçoit 150 emails par jour, qu'on habite en ville et qu'on est sursollicité par des panneaux publicitaires, quand on a un rythme de vie aussi qu'on s'impose nous-mêmes, très, très dense. Les 3 bons réflexes, j'allais dire. Enfermez-vous, bougez plus, coupez le téléphone, coupez l'électricité, surtout vivez terré. Non, ça te ressemble pas, je ne te crois pas, tu bluffes Guillaume. Bon, d'accord, j'avoue. Alors tu m'as demandé 3, il faut que je les sélectionne. Le premier réflexe, c'est peut-être une guideline qui m'a servi moi toute ma vie. Quand 2 chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas. L'idée derrière ça, c'est d'être curieux. En fait, notre cerveau se spécialise parce qu'il est soumis à des environnements récurrents. Et parce qu'il voit une récurrence permanente d'un environnement, du coup, il se spécialise pour cet environnement-là. En revanche, si tu le changes d'environnement un peu en permanence, ou que tu modifies les flux, etc., du coup, il ne se spécialise pas. Il se dit, attends, peut-être pas se spécialiser là-dessus, parce que, encore une diversité, c'est peut-être intéressant de conserver la diversité. Et le fait de ne pas se spécialiser, ou de moins se spécialiser, nous permet de garder une capacité d'adaptation. Je donne un exemple simple. T'écoutes une radio type Fun Radio, Skyrock, j'ai oublié les autres, Énergie, etc. T'as à peu près 200 à 300 titres différents qui vont être diffusés sur un an.
Tu prends des musiques type, j'ai peur de devenir vieux, RTL2, si ça existe encore, oui j'imagine, Chéri FM, ce genre de choses. Il y a à peu près entre 4000 et 6000 titres différents par an. Tu prends FIP, c'est 37 000 titres différents par an. Donc, et en plus avec des types de sons différents, des rythmes différents en fonction des cultures, des instruments différents. Et donc, rien que cet exemple-là, si tu veux, en écoutant finalement des sonorités auxquelles on n'est pas habitué, et t'évites la spécialisation et tu gardes cette capacité d'adaptation. Donc l'idée, c'est pas d'attendre d'être curieux pour s'ouvrir à la curiosité. C'est de se contraindre à un chemin qu'on ne connaît pas pour se donner les capacités d'adaptation. Et comme on voit qu'on est capable d'y répondre, alors on devient curieux. Tu vois, donc garder cultiver cette curiosité ou cultiver la nouveauté, parce que il y a cette fameuse zone de confort dont on parle si souvent, mais c'est en fait je crois savoir que le cerveau lui il est déjà sobre énergétiquement, il cherche l'efficience et donc il a une préférence pour le connu, et pour continuer à l'entraîner, pour continuer à le dynamiser, ça nous demande un effort conscient là pour le coup. Alors oui, il recherche l'économie, mais il est tiraillé en même temps par la nouveauté. D'accord. Donc il y a ce tiraillement un petit peu permanent. On dit que les gens n'aiment pas le changement. C'est faux et archi faux. Et je vais te donner un exemple qui, à mon avis, aussi bien toi que tous les auditeurs, ça met tout le monde d'accord. Donnez-moi un seul et unique nom que vous connaissez de quelqu'un qui a gagné au loto, qui s'en rend compte et qui fait « Oh putain, non chérie, non, on a gagné au loto, mais je déchire le ticket, notre vie va changer. Oh là là, c'est affreux. » Non, bien sûr que non. La personne, elle sait très bien qu'en gagnant l'auto, sa vie va changer. On n'a jamais vu quelqu'un pleurer ou déchirer le ticket. Il y en a plus d'un qui finit sur la paille quand même. même. Mais ça, par contre, c'est mal géré. C'est une autre histoire. C'est encore notre problème. Mais en attendant, c'est pas le changement qui aura fait peur. C'est la projection peut-être du changement ou de l'adaptation que ça va nous demander. En fait, il y a une image que j'aime bien dans le changement. J'aime bien prendre l'image de Tarzan. Tarzan, il passe de liane en liane. Mais Tarzan, il a un secret pour passer de liane en liane. C'est que, avant de lâcher la première liane, il tient d'abord la deuxième. Il se jette pas dans le vide pour attraper la deuxième. Il tient sa première liane. Là, il doit changer de liane, donc il y a un changement. Il va d'abord attraper la deuxième liane, et quand il tient bien la deuxième liane, il lâche la première. Okay. Et donc, c'est l'accompagnement au changement. Ces lianes-là, c'est quoi ? Alors, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails, mais tu as parlé tout à l'heure des états homéostasie, c'est des taux de concentration qui doivent rester en équilibre en nous. Et quand il y a un déséquilibre de ces taux de concentration, il y a des états de tension qui se créent en nous, qui nous poussent à nous mettre en mouvement. C'est le mécanisme addictif ou aversif. Et en tant qu'individu, on passe notre temps à aller chercher les stratégies de satisfaction addictive. Donc, ce qui va nous amener une satisfaction, si on schématise. Eh bien, je ne lâcherai pas. Il est hors de question que je te file une fraise tagada tant que tu ne m'as pas garanti derrière qu'en retour, j'aurai un nounours guimauve. Tu vois ? Et c'est pas parce que je te file une fraise maintenant. Non, montre-moi d'abord le nounours guimauve, et à ce moment-là, je te file la fraise tagada. C'est un peu ça l'idée qu'on a derrière, c'est qu'on ne lâchera pas une stratégie de satisfaction tant qu'on n'est pas sûr et certain de tenir la suivante. Le mec qui a gagné au loto, son ticket, il est gagnant. Il en est sûr et certain. Donc, du coup, il n'a plus de problème de changement. C'est comme quand on est en vacances, quel est le premier réflexe qu'on a ? Surtout changer nos habitudes. Je sais pas, en vacances, si vous levez, cher auditeur, le matin à 6h30 pour aller au boulot, je suis pas sûr qu'en vacances, vous leviez à 6h30 pour vous dire « Ouais, go !» Voilà. Ou alors, c'est qu'il y a des problèmes de sommeil, on pourra en parler plus tard. Mais donc, on va changer de rythme, on va changer d'activité, on va éventuellement changer d'environnement. Donc, on aime le changement à la condition qu'on tienne la satisfaction du changement avant de changer. Ok. Et donc, ça s'entraîne aussi par le fait de cultiver la nouveauté. C'était ton conseil numéro 1. T'en veux deux autres ? Si, il y en a un deuxième qui est lié à... On est des organismes vivants doués de la faculté de mouvement. Donc, on doit se mettre en mouvement pour pouvoir nous adapter. Mais qui dit mouvement dit énergie. Et on en parlait juste avant, les environnements. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans le pire des environnements pour ce qui est d'être capable de générer notre énergie de mise en mouvement. Si on se met en mouvement en tant qu'organisme vivant, cette énergie qui est nécessaire à ça, alors entendre mouvement physique, mais également mouvement cognitif, c'est-à-dire la capacité de penser, de réfléchir, etc., eh bien ça consomme de l'énergie. Et cette énergie, elle nous est fournie par notre corps. Grosso merdo, 5 grands piliers si on doit faire simple. L'alimentation, bien évidemment. L'hydratation. Le sommeil, et on est peut-être plus vivant quand on dort que quand on est éveillé, mais ça c'est encore notre débat. L'oxygénation, parce que pour pouvoir brûler, c'est un combustible, l'oxygène, et on respire très mal. Et le dernier, qui est moins évident, c'est la pratique sportive. Parce que comme on est des organismes vivants doués du mouvement, notre bonne santé, le bon fonctionnement de notre organisme est régi par la mise en mouvement.
Et lorsqu'on ne bouge pas, l'organisme marche mal. C'est pas qu'il ne marche pas, il marche mal. Et donc, du coup, on n'a pas la pleine énergie nécessaire. Et donc, ça va être la gestion de ces 5 ressources et apprendre, et non pas en traiter qu'une. J'ai plein de gens qui me disent « Mais je comprends pas, je suis fatigué alors que je dors bien. Ouais. Et je fais vachement gaffe à mon sommeil. » Ok, mais tu manges quoi ? Et tu bois quoi ? Et quand est-ce que tu te mets en mouvement ? Non, mais écoute, déjà, je fais gaffe à mon sommeil, c'est déjà pas mal. Ok, donc toi, une plante verte, finalement, une fois que tu l'as achetée, tu l'as rempotée, tu l'as mis la meilleure terre du monde avec les engrais. Mais surtout, tu ne l'arroses pas, tu fais pas gaffe à la température et tu l'exposes pas à la lumière. Bah si. Alors, si tu l'as compris pour une plante, pourquoi tu ne te l'appliques pas à toi ? Tu vois, c'est un peu la logique qui est derrière. C'est-à-dire qu'en tant qu'organisme vivant, on a besoin de la synergie des fonctions pour que ça fonctionne. Et à partir de là, oui, et là, d'un seul coup, tu as une énergie de mise en mouvement, et dans cette capacité d'énergie en mouvement, tu as toutes tes facultés pour gérer le changement. Ça va plaire à ma chérie, ça, comme réponse. La naturopathie, donc ça va lui parler. Et le troisième, il est plus rapide, il est plus facile, et qui pourtant est un enjeu majeur dans nos sociétés, ça va peut-être te parler. Qui dit mouvement, dit un espace et du temps. L'espace, c'est bon, il est autour de nous, il est là. Le temps. Sans le temps, tu peux pas avoir de mouvement. Si on fige le temps, tiens, essaie de bouger. Tu peux pas. Donc, si tu veux te mettre en mouvement et dans un mouvement adaptatif à l'environnement, il nous faut du temps. Ouais, sauf que le temps, c'est la seule et unique ressource parfaitement limitée pour tous de part égale. Il n'y a que 24 heures dans une journée. D'ailleurs, si je chope celui qui a mis que 24 heures, il a passé un mauvais moment, mais passons. Mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Et donc, si on n'apprend pas concrètement à gérer le temps comme la ressource la plus importante, on n'arrive pas à piloter notre mouvement. Donc, si tu veux, ce serait garder la flexibilité, la capacité d'adaptation, apprendre à gérer l'énergie qui nous permet de se mettre en mouvement et apprendre à gérer le temps, qui est la ressource la plus chère qu'on puisse avoir, pour pouvoir se mettre en mouvement correctement dans les environnements. Je crois que tu proposes aussi je sais pas si on dit des formations, des ateliers, des workshops un peu dans cette dimension-là aussi pour. Ouais, là on a fait un medley. C'est à la fois une formation, un atelier, des conseils en mode challenge. Okay. Et on attaque ça s'appelle BMO Smart Life. Et la promesse est très forte, c'est qu'on vous apprend à gérer ça en 1 mois, et si on n'y arrive pas, on vous rembourse. Bon voilà, tu vois, je t'ai ouvert une fenêtre promo un peu au passage. J'ai quelques questions techniques. Merci pour ces premiers conseils. Une question que je me posais encore une fois quand je me mets à la place de quelqu'un qui est en période de transition. Moi, je crois beaucoup à la notion de cycle. Cycle dans notre vie, il y a des étapes contraintes ou choisies. Et il y a des moments où on se sent un peu moins, on peut dire aligné, on peut dire en phase, on peut dire mais on se sent plus. Voilà, on sent un étroit dans notre situation et pour autant on n'arrive pas forcément à trouver cette énergie, à résoudre cette inéquation. Donc, question numéro 1, comment on sort du déni ? Parce que par définition... Mais non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait... Ouais, c'est ça. Il faut comprendre la dynamique qui est derrière. Il y a un mécanisme, un principe... Alors, je vais être obligé de le donner un peu de façon un peu brute sans faire la démonstration qui est derrière parce que c'est un peu long. Mais aujourd'hui, on est capable de pouvoir expliquer la phrase suivante. On est ce qu'on fait, on fait ce qu'on est. Il y a tout plein de mécanismes neurobiologiques qui sont derrière ça et qui nous amènent à ça. Si par exemple tu considères être quelqu'un de sympathique, social, aidant, prévenant, et que tu vois une petite grand-mère qui a du mal à traverser, spontanément, tu vas aller l'aider à traverser la rue, ok ? Parce que tu fais ce que tu es. Et comme tu l'as fait, tu te reconnais en disant « bah oui, ça c'est moi », et qui vient conforter l'idée de qui tu es. Le mot que je mettrais là-dessus, c'est congruence. Oui, on peut avoir une congruence, exactement, une congruence là-dessus. Moi, par exemple, je vois une petite vieille, je la pousse sur la route. Non, je déconne. Si jamais je la pousse sur la route, il va y avoir une rupture de cohérence, cette fois-ci, entre ce que je viens de faire et qui je pense être. Cette rupture de cohérence, elle porte un nom particulier, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et ça, c'est aversif. On ne supporte pas ça. Ça va produire en nous des déclenchements neurobiologiques, etc., qui vont nous donner un caractère aversif qui fait je comprends pas, je suis pas bien, je sens que c'est pas aligné. Le pas aligné, c'est que l'élastique est tendu entre la pensée, nos émotions et nos comportements. Exactement. Et là, ça vient produire en nous de la noradrénaline et du cortisol dans le système nerveux central. Et ça, c'est une sensation particulièrement aversive. Et il faut qu'on corrige ça, il faut que ça bouge. Ouais, mais le problème, c'est que dans une stratégie de changement, ok, je savais qui j'étais, mais on me demande de changer
mon action, je dois changer la façon de faire des choses, et du coup, c'est plus nécessairement aligné avec qui je suis. Et ce non-alignement crée en nous une dissonance cognitive qui est aversive. Quoi qu'il arrive, il faut que je la régule. Donc là, j'ai 3-4 stratégies. Il y a 3 stratégies sur le faire. Soit j'ai fait quelque chose qui n'est pas aligné avec qui je suis, et je vais essayer de le corriger ou de m'en excuser. La deuxième, c'est je vais essayer prochainement de faire différemment. Et puis la troisième, et on y vient en déni, c'est... Non, de moi-même, j'aurais pas fait ça. Mais c'est parce que un tel, l'environnement, le machin, le ceci, le cela, et c'est une cause exogène. Tu vois, c'est une façon d'expliquer cette dissonance. On se déresponsabilise. On se déresponsabilise. C'est si j'avais été libre de choisir comme je voulais, j'aurais jamais fait ça. Et on va projeter cette cause, on va remettre en cohérence en allant chercher un facteur exogène pour dire c'est la faute d'eux. Bon, autant te dire dans cette mécanique-là, ça marche pas. Ça, c'est les transformations du faire. Et puis, tu en as une autre. C'est finalement, je m'aperçois qu'à chaque fois que je suis sur le bord de la route et que je vois une petite vieille, je la pousse. Et finalement, c'est peut-être que je suis pas si gentil que ça. Effectivement, si c'est le cas, je confirme. Ouais. Et donc finalement, non, je dois admettre que j'ai une certaine pointe de sadisme. Et donc, je vais finalement changer l'image que j'ai de moi-même. C'est typiquement les gens qui sont dans des situations de changement, sortis du cas de la petite vieille bien évidemment, qui sont dans des stratégies de changement et qui n'arrivent pas à mener leur action au terme de l'objectif qu'ils se sont fixés. Et qui finalement vont commencer à reconsidérer qui ils sont. Et peut-être arrêter de croire en eux, ou de se dire ils sont peut-être pas capables, ou peut-être que je ne sais pas, ou peut-être que je ne suis pas légitime à... Alors, tiens, ça m'amène une question que je n'avais pas préparée, mais je fais une distinction personnelle entre la remise en question et la remise en cause. La remise en question, c'est juste, est-ce que ce que je fais est correct, juste selon moi, donc c'est un questionnement. Remis en cause, je décide de changer quelque chose dans ce que je fais. Et j'ai tendance à dire, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, que la remise en question est plutôt une hygiène mentale presque, qui est, il ne faut pas être dedans tout le temps et constamment, mais de revisiter régulièrement nos comportements. Est-ce que je choisis ça, est-ce que je le fais en conscience, etc. Ça me paraît plutôt sain, alors que la remise en cause n'est pas forcément obligatoire dans le sens où on peut... avoir un long... je te vois qu'il regarde au loin, alors il réfléchit. Oui, je réfléchis parce qu'en fait, dans les mots-clés que tu as utilisés spontanément, il y a une remise en question de qui je suis, l'alignement en fait avec en qui tout je cas, suis. de ce que je fais. Alors voilà, c'est la question. Ouais. Être ou faire? Remise en question, pour moi, c'est revisiter mes comportements de manière consciente. Tiens, j'ai fait comme ça, est-ce que j'ai choisi de faire comme ça? Est-ce que je trouve juste que c'est bien de faire comme ça? Est-ce que si c'était à refaire, je le referais comme ça? Donc ça, c'est plutôt un questionnement qui me semble sain. Remise en cause, c'est je ne devrais plus faire comme ça, ou je choisis de ne plus faire ça. Je remets en cause ce donc que tu je vas fais. Chercher une projection future ou passée? Oui. En fait, on passe notre temps, on vit jamais au présent, qu'on soit clair. Nos états, ce qui conditionne nos états de tension à se mettre en mouvement, il est au présent. Mais dans la rationalisation, dans la partie consciente, on est dans le passé ou le futur. C'est... Et d'ailleurs, j'avais déjà en formation aujourd'hui, on travaille sur les fonctionnements de mémoire et la construction de nos systèmes de représentation. Et je crois que j'ai perdu tout le monde quand j'ai dit une projection future est déjà passée quand on s'en rappelle, alors que le futur n'est pas arrivé. Attends, je prends le stylo. C'est-à-dire que quand bien même on projette une situation future, on n'est pas dans le futur. On l'a construite au présent, mais à la seconde où on y repense, elle appartient déjà au passé. Et ce qui fait que notre cerveau, dans la cognition, dans la représentation, dans la construction, dans le sens qu'on se donne aux choses, on passe notre temps à circuler entre le présent, le passé, le présent, le futur, futur, passé, futur, et rarement au présent. Or, il y a quelque chose, moi, je trouve extrêmement rassurant, une fois qu'on arrive à comprendre que on est ce qu'on fait, on fait ce qu'on est. Chaque matin, tu peux te lever et te demander qui tu veux être. Et à partir de là, tout redevient possible. Hier, j'étais un gros con. Mais aujourd'hui, je décide d'être gentil. Qu'est-ce que je vais modifier dans mon action pour que ce soir, je puisse me dire la qualité de mes actions aujourd'hui font que je suis quelqu'un de gentil. Et tous les jours, on peut redessiner qui on est. Et là, dans le changement, avec ce prisme-là, ça bouge pas mal de choses. Du coup, je reviens à ma question. Comment on sort du déni En fait, il faut essayer juste de comprendre pourquoi le déni. C'est qu'est-ce qui nous pousse au déni. J'imagine que ce qui se cache derrière ma question, c'est plus comment je peux prendre un peu plus conscience de mes angles morts, puisqu'on en a tous,
Voilà, c'est quoi les bonnes pratiques pour m'assurer que finalement, il n'y a pas une partie trop importante de déni dans ce que je fais, dans ce que je suis. Tiens, les auditeurs le voient pas, mais devant nous, là, on a pris un thé, là, juste avant de démarrer le podcast. Et donc, j'ai une tasse devant moi. C'est une tasse ou un pot à fleurs? Ou un pot à crayon? Ouais, ou un pot à trombone? D'accord. En fait, pour réussir à pas être dans le déni, il faut arrêter de chercher la vérité. C'est-à-dire d'accepter que toutes nos représentations sont une construction qui nous amène à créer un sens nécessaire. Mais ce sens n'est pas la vérité. Alors, si on pousse un chouïa plus loin en sciences cognitives, on dit que l'individu se crée du sens dans un tout cohérent qui le tient. Okay. C'est-à-dire qu'il a besoin, et notre cerveau a profondément besoin de créer une cohérence pour construire le monde dans lequel on s'adapte. Parce qu'en réalité, on ne s'adapte pas à ce qui est autour de nous, mais ce qui existe dans notre tête. Et ce processus de création d'existence des environnements nécessite inévitablement une cohérence. Si la cohérence s'effondre, alors ça s'appelle la décompensation. On dit que le patient fusionne avec le réel et là ça devient l'enfer. Parce que tu n'es plus capable de faire la différence entre toi et cette tasse, ou ce pot de fleurs, ce que tu veux, et on fusionne avec. Ce qui fait que si elle tombe et qu'elle se casse, tu vas te rouler par terre persuadé que tu es fracturé de partout. Donc notre cerveau, en mode survie, il crée une cohérence qui nous permet, qui le tient, qui nous permet de se diviser, d'avoir conscience de notre singularité par rapport au monde qui nous entoure. D'accord. Et donc on a besoin de créer une cohérence, c'est un besoin profond. Mais cette cohérence n'est pas une vérité. Donc plutôt que de vouloir faire un déni, c'est d'accepter que chaque chose est relative et qu'on peut les remettre en question. Il y a une illustration que j'utilise souvent en conférence ou en visio, avec une image, un portrait que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent. Il y a 20 ans, je me la pétais avec. Aujourd'hui, bon. c'est une espèce de dessin qui peut représenter simultanément soit une vieille dame, soit une jeune fille. Qui peut dire si c'est une vieille dame ou une jeune fille? Ça dépend juste comment ton cerveau a créé cette cohérence. Il va faire un jeu de probabilité pour dire, bah non, plus de chances que ce soit une vieille dame ou plus de chances que ce soit une jeune fille. Mais c'est que deux représentations différentes. Aussi nos représentations passées, aussi notre vécu personnel avant. Exactement. Mais au final, il n'y a pas de vérité. Donc finalement, se remettre en question et changer nos raisons, et tant que ça nous crée une cohérence d'un environnement qui me permet de pouvoir m'adapter. Comment on travaille sur nos croyances limitantes, que ce soit l'argent, que ce soit la confiance en soi, d'un point de vue cognitif. Cherche plutôt des astuces techniques. C'est super simple. J'en reviens au premier conseil que j'ai donné tout à l'heure. Quand deux chemins se présentent à nous, toujours prendre celui qu'on ne connaît pas. Parce que les croyances limitantes, c'est quoi? C'est de croire qu'on a besoin de ressources exogènes pour pouvoir s'adapter à un environnement. Et donc du coup, si je ne trouve pas ces ressources à l'extérieur, mon Dieu, comment je vais faire? Alors que quand tu prends toujours le chemin que tu connais pas, tu apprends petit à petit à te dire que finalement, j'ai pas tant besoin des ressources qui sont à l'extérieur. Les vraies ressources dont j'ai besoin pour m'adapter, je les possède déjà en moi. Bon, alors je te prends un cas concret alors. J'aimerais bien monter cette boîte là, quitter mon job de salarié, mais j'ai pas assez d'argent, puis je sais pas, ça va pas marcher au début, donc moi j'ai quand même un crédit à payer, donc et finalement je vais peut-être rester, je suis pas complètement heureux dans ce job, mais je vais peut-être y rester encore un peu parce que j'ai pas l'argent qu'il faut, quoi. Alors le point de croix, est-ce que c'est porteur par porteur? Notre cerveau définit ses stratégies d'adaptation par rapport à nos expériences passées. Et ce qui va toujours nous marquer, c'est les échecs, les traumas, les situations difficiles. Ça produit en nous des déclenchements qui sont plus facilement mémorisés et plus facilement remobilisables. Donc lorsqu'on va se retrouver dans une situation comme ça, on va d'abord penser à tout ce qui potentiellement ne va pas. Je pense que l'exemple le plus clair là-dedans, c'est les gens qui, quand ils montent dans un avion, se demandent si l'avion va bien revenir au tarmac entier. Si on regarde dans l'absolu, c'est l'éternelle phrase qui énerve tout le monde, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Voilà. Ouais, mais n'empêche que moi, quand je monte dedans... Et pourquoi? Parce que peut-être que dans notre vie, on a vu aux news, 5-6 crashs aériens sur les dizaines, centaines de millions, j'ai aucune idée de vols qu'il y a pu y avoir depuis, mais c'est la situation aversive qui va nous venir en premier esprit. Donc même si autour de nous, on avait 10 entrepreneurs qui ont cartonné et un qui s'est planté, on va retenir celui qui s'est planté. Il faut juste prendre conscience de cette mécanique-là, en se disant, si j'ai peur, c'est normal, c'est sain. Mon cerveau est câblé
avant toute chose pour garantir ma survie. Par contre, être un aventurier, être capitaine de sa vie, aller explorer des territoires, prendre des directions, etc., c'est de sortir de la zone de confort de notre cerveau. Et donc, c'est d'accepter ce sentiment. C'est pas qu'il n'a pas lieu d'être, au contraire, il est très sain, mais c'est de savoir qu'il est naturel et que on doit aller au-delà, on doit aller explorer pour pouvoir se mettre véritablement en mouvement. On a toujours cette image que celui qui est maître de sa vie ou capitaine de sa vie est un vieux barbu, tu sais, un peu la... Comment il s'appelait ces poissons panés là, les capitaines, je sais pas quoi là. Capitaine Nemo, je crois, ou un truc dans le genre, avec sa casquette noire, sa grosse barbe, sa bonhomie, et sa bonne vieille pipe en bois alors qu'il est en pleine tempête. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas une quête sereine. C'est pas une quête où on se dit tout va bien dans le meilleur des mondes tout le temps avec une espèce de pseudo-obligation au bonheur qui est d'ailleurs physiologiquement parlant impossible. C'est d'apprendre à apprivoiser cette part de crainte. Et cette crainte, elle est normale. On la traverse tous, on la vit tous, mais c'est l'apprivoiser. L'apprivoiser et continuer à avancer. En revanche, il y a des pièges. Le premier piège, c'est ce qu'on appelle le biais d'engagement. Le biais d'engagement, c'est plus je m'engage et que j'engage de ressources dans un flux d'action. Un peu comme au poker, quoi. Voilà. Quand j'ai mis trop de jetons, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. C'est la versatilité à la perte qui est derrière. Et donc, moi, on sera enclin à se désengager quand bien même on sait qu'on ne peut plus atteindre l'objectif initial. Et que si on avait su ça avant, on n'aurait jamais pris cette décision-là. Oui, mais comme là, on a engagé des ressources, on est bloqué là-dedans. Et c'est là qu'il ne faut pas, en revanche, pas perdre de vue la différence entre persévérance et obstination. Et d'ailleurs, on le dit, le succès... la clé du succès, c'est la persévérance, pas l'obstination. Donc la persévérance, c'est je suis confronté à une situation avec un obstacle, je recherche des nouvelles solutions pour surmonter l'obstacle. L'obstination, c'est j'ai un obstacle, comme la mouche dans une vitre, et blim, blim, je change rien, mais je rentre dedans, avec un pot de bol, ça va passer. Blim, et on se cogne encore dedans. Non, là, c'est l'obstination, et on arrive à l'épuisement. Très clair, merci beaucoup. On a parlé déjà un peu de vaincre la surcharge mentale, mais je ne sais pas si on a tout dit là-dessus. T'es sûr ? Évidemment pas. Mais non, je disais comment on se préserve de ça. Bien sûr, pas s'enfermer, mais comment on fait quand on reçoit 150 mails par jour que... Tu vois, c'est compliqué quand même d'avoir à jongler avec tous ces aspects de notre vie qui sont compliqués avec lesquels jongler, quoi. Alors, tu as un point commun, en fait, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et clairement, sur un format comme on a là maintenant, ça serait difficile, mais s'il devait y avoir un point commun, c'est apprendre à dire non. Et dire non, c'est être frustré. On n'aime pas la frustration. Parce que tu sais, ton téléphone, il fait toudou. Et tu sais que tu es en train de bosser, tu sais que tu dois rester concentré. Oui, mais il y a eu toudou. Et peut-être que c'est un message du mari, de la femme, des gamins, une notification, peut-être l'annonce du siècle, comment gagner 10 000 € en 4 jours sur Facebook, on ne sait jamais, tu vois, donc tu as toutes ces potentialités-là, mais c'est dire non. C'est apprendre à dire non. Résister le plus longtemps possible à l'appel, quoi, de muscler sa capacité à repousser l'attrait vers la sollicitation. Exactement. Gérer la frustration, c'est apprendre à inhiber un comportement. Tu as système 1, système 2 de Daniel Kahneman qui a défini les biais cognitifs. Ouais. Mais tu as le système 3. J'ai découvert tardivement d'ailleurs. Ouais, c'est ça en fait. J'ai découvert assez tardivement qui vient de Oudé. Daniel Oudé. Oui, je crois. En tout cas, Oudé, ça c'est certain. Okay. Qui a défini le système 3. Et système 3, c'est apprendre à résister. D'accord. Alors qu'on vit dans une société, et à juste titre, et on comprend pourquoi, à vouloir créer de la satisfaction en permanence, parce qu'une satisfaction, ça se monétise. Et dans une société économique, il faut réussir à créer de la satisfaction la plus forte, la plus évidente, pour pouvoir prendre le lead sur un marché et donc remporter un maximum de capitaux, ou de valeur en tout cas. Et donc on a donné les moyens aux gens de finalement ne plus avoir beaucoup besoin de résister. Mais donc du coup c'est un emballement. C'est une accélération avec un emballement. Et la seconde où on va commencer à créer une résistance sur quelque chose, on va créer de la frustration et on rentre dans une logique aversive. Et bien en fait c'est apprendre à résister. Moi, mes filles, pour faire simple, et puis on peut commencer très très tôt. Moi, j'ai 2 rats de laboratoire. Aujourd'hui, elles ont 5 ans, 8 ans. Donc, on est en fin d'expérimentation sur la petite enfance. Mais très très tôt. Elles avaient quoi, à peine 2 ans, 3 ans. Les bonbons à la maison, oui, mais pas beaucoup. Autant te dire que quand papa il sort les fraises Tagada, c'est la fête. Ouais. Et je les faisais venir. Elles avaient, c'est ça, 2 ans et 5 ans, ou 2 ans et 4 ans.
et je leur disais, les filles, ça vous dit une fraise tagada? Ah ouais. Alors là, c'était vraiment la fête. Au moment où je posais sur la table qu'elle allait laisser dire, j'ai dit, stop, on attend. Ouah. mais elles sont là, oui, mais on attend. Et on patiente. J'ai lu que, alors je sais plus qui est à l'origine de cette étude là, tu sais, du test du chamallow. Le test du marshmallow. Marshmallow, ouais. Il paraît qu'en fait, c'est les résultats. Je l'ai beaucoup partagé, mais en fait, j'ai appris récemment que les résultats étaient un peu biaisés. Ils sont discutables parce que ça a été fait à Stanford avec un manque de diversité sociale, etc. Enfin, en tout cas, après, c'est le principe même de l'expérimentation. Il faut aller chercher les biais. Et puis, de toute façon, logique est là. Oui, on comprend bien le fait de pouvoir muscler ça. C'est important. Et c'est des voies neuronales spécifiques. C'est pas quelque chose qui ne s'activerait pas. Parce qu'en fait, ça s'active dans ton cerveau, il faut, comme je te l'ai dit tout à l'heure, entre 40 et 230 millisecondes. Donc ça activera quoi qu'il arrive. La stimulation sera là. Mais après, tu as d'autres neurones qu'on appelle les neurones à axone long qui partent de la partie orbitofrontale, c'est l'avant du crâne au-dessus des sourcils, et qui ont des neurones qui viennent projeter un petit peu partout dans le cerveau, et qui, du coup, derrière, ces voies neuronales-là ont pour fonction de désactiver ce qui a été projeté au départ. Si ces voies neuronales-là sont suffisamment importantes, alors on arrivera à désactiver ce qui est en face. Si en revanche elles sont trop faibles, on a beau vouloir, on ne peut pas. D'ailleurs, ça amène à la phrase « quand on veut, on peut », qui est la phrase la plus fausse du monde. Et qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens avec ça. C'est que si on n'a pas la capacité de résistance, si on n'a pas la capacité d'inhibition, on ne peut pas. Et biomécaniquement parlant, on va se mettre en mouvement, quand bien même on aimerait résister. Ça, c'est particulièrement important parce que j'avais la question sur les addictions aussi. Quand on pense addiction, on pense drogue, alcool, des choses fortes, mais on a tous des addictions, puisque que ce soit les réseaux sociaux, ou l'impulsion d'aller regarder une notification, etc. Quand ça devient une addiction. Ça veut dire que je n'arrive pas à résister à la tentation ou à la sollicitation de... Il faut que tu arrives à définir ce que c'est qu'addiction. Parce que là, tu me parles d'addiction, tu rentres déjà dans la case pathologie clinique, en fait. On est tous des drogués tout le temps. Du moment que tu te mets en mouvement, si tu as une mise en mouvement des bras, des jambes, etc., c'est qu'il y a eu un état de tension. Et l'état de tension, il vient d'où? Il vient de mécanismes addictifs. Tout ce qu'on fait, en fait, on est tous des drogués en permanence. Tu as parlé tout à l'heure des états homostasiques qu'il faut qu'on arrive à maintenir en nous. C'est la mécanique addictive. On est régi en addiction sur la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine. Donc pour le garder en tête, dites-vous qu'on a tous besoin de notre dose en tant que drogué. D pour dopamine, O ocytocine, S sérotonine, E endorphine. Et tout ce qu'on fait sont des stratégies pour que notre cerveau déclenche ça. Tout le temps, en permanence. Quand tu vérifies ton téléphone, quand tu te lèves pour aller chercher un verre d'eau, quand tu te grattes l'oreille en te disant qu'est-ce qu'il raconte le chauve, gratter l'oreille, ça fait de l'ocytocine, ça calme. Là, tu vois, dans l'effort cognitif. Tout ce qu'on fait, sans exception. En revanche, ce qu'on consomme tous le vendredi soir ou le samedi soir, donc cocaïne, héroïne, ecstasy, LSD, crack, méta, enfin voilà, tous ces trucs-là. L'apéro de base, quoi. Ouais, c'est ça, normal, une soirée classique. Et de fin de semaine, on se respecte. Et ces mécanismes-là, en fait, sont des dysfonctionnements dans nos mécanismes addictifs qui vont. C'est comme si on ouvrait le robinet de façon beaucoup plus intense et beaucoup plus longue que ce qu'on est censé naturellement trouver. Et donc, ça crée des déséquilibres et donc des pathologies cliniques derrière, ou des pathologies comportementales. La dose, justement, on n'est pas tous addicts Enfin, on a notre propre mix, c'est ça? C'est-à-dire que... Et c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas de vie réussie, il n'y a pas de formule magique, puisque quelqu'un va être peut-être plus dans une recherche d'intensité, tu vois, de vibrer, de se remettre en risque, de faire des sports extrêmes, etc., parce que c'est sa dose à lui. Et d'autres vont me dire non, moi c'est plutôt le calme, caresser mon chat, parce que ça me détend, ça m'amène de l'ocytocine, etc. C'est exactement ça. En fait, déjà, si tu veux, on n'est pas tous sensibles de la même manière à la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine, ou même à la noradrénaline et le cortisol, qui sont des mécanismes aversifs cette fois-ci. Et quand bien même, si dans un cas purement hypothétique, théorique, on était tous sensibles au même niveau, on n'aurait pas les mêmes stratégies pour y satisfaire. Par exemple, tu vois, là, avant même de prendre le thé avant ce podcast, quand tu t'es enquillé les 2 whisky... Arrête, je t'avais dit de pas le dire. Je vais te faire une réputation, tu vois. Je plaisante bien évidemment. Mais si tu avais enquillé, c'était 3. Donc quand tu as enquillé ces 3 whisky, c'est un shoot de dopamine que tu es venu chercher derrière, et qui plus est d'endorphine avec les GABA, etc. Moi, derrière, je me suis fumé un gros 3 feuilles. Pareil.
en fait, pour aller activer les mêmes choses, mais avec une stratégie différente. Donc, ce qui veut dire que quand bien même on aurait les mêmes niveaux de sensibilité, on aurait des stratégies de satisfaction, donc de mise en mouvement différentes l'un ou l'autre. Donc déjà, on a des stratégies différentes, mais on n'a pas les mêmes niveaux de sensibilité. Donc, ce qui veut dire que chacun est unique. Et c'est ce qu'il faut réussir à comprendre derrière cette mécanique-là si on veut comprendre l'individu. Pour clore un petit peu ce chapitre sur les transitions, je voulais savoir comment toi tu gérais tes grandes décisions de vie. Tu sais, quand tu es à un carrefour, tu as une grande décision personnelle à prendre. Comment tu t'organises pour, j'allais dire, essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas regretter cette décision? Je prends celle que je connais pas. J'en reviens à la même chose, mais je prends vraiment celle que je connais pas. Non, mais je veux dire, j'imagine qu'au moment de faire un enfant, par exemple, c'est une décision de vie très importante. Tu vas pas dire, tiens, j'ai pas d'enfant, donc je vais choisir. Et c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Là, déjà, il y a un training. Et passer la phase de training... Non, mais des fois, quand on doute, sincèrement, on se je me demande pose peu de questions, peu de doutes là-dessus. Pourquoi ? Parce que tous les scénarios que je vais projeter à l'avenir, je sais déjà qu'ils ne se réaliseront pas. Ok. Tu peux demander à quelqu'un de dessiner 100 scénarios de ce qui va se passer demain. Tu peux être sûr qu'à la fin de la journée, il n'y en a pas un qui sera déclenché tel que c'était prévu. Donc, allez, admettons, demain, tu as une opportunité, tu dois déménager à l'autre bout du monde. Ça implique quand même beaucoup de changements pour ta famille, etc. Complètement. Comment tu prends cette décision ? Je vais voir si ça correspond déjà à mes envies. Est-ce que j'ai des raisons de créer des grosses transformations aujourd'hui dans ma vie ? Ça, c'est les premières vraiment gros. En fait, je vais pas tant questionner le futur, j'ai plutôt questionné le présent et le passé. Okay. En me demandant, est-ce que aujourd'hui, quel intérêt j'ai à aller à vivre à l'autre bout du monde ? Qu'est-ce que je ne trouve pas aujourd'hui qui m'amènerait à devoir faire ça ? Si en revanche, je suis dans un état de tension, je suis pas bien, je suis mal, je sens bien que je suis à côté de mes pompes, c'est pas le sens que je veux donner à ma vie ou quoi que ce soit. Tu me proposes d'aller vivre à Tombouctou, à New York, en Russie, ou peu importe, on s'en fout. J'ai envie de te dire, go. Tu vois, je vais pas tant me poser la question parce que j'ai un état de tension à la base qui va nécessiter une stratégie d'adaptation, un changement. Mais je vais pas chercher à projeter pendant 1000 ans les pour, les contre, et là, dans quel endroit, parce que c'est faux. Je sais très bien que ma cognition me ment. Elle cherche juste à me prémunir du danger en me créant des illusions de danger, en me disant ouais mais d'accord, mais tu vois, si tu vas, je dis une connerie, si tu vas vivre à Milan, tu peux y aller en train, alors que si tu vas aller vivre à New York, il faut prendre l'avion quand même, et ce serait quand même couillon de mourir dans l'avion, tu vois, et ce qui est complètement irrationnel, tu vois. Donc je vais pas trop me poser de questions à ce niveau-là sur les anticipations. En revanche, je vais beaucoup m'interroger sur qu'est-ce qui aujourd'hui m'amène à me mettre en tension et à considérer l'intérêt d'un changement. Okay. Voilà, j'ai plutôt le chercher dans ce sens-là. Sur la partie cerveau et spiritualité, je repars d'une donnée aussi sur laquelle tu as beaucoup communiqué. Dans les IRMF, on peut apercevoir une activité cérébrale jusqu'à 11 secondes avant que l'information arrive à notre conscient. Tu vas mieux le reformuler que moi, certainement. Mais en gros, même dans les 0,26% qui arrivent jusqu'à notre conscient, donc sur lesquels on a une pseudo-maîtrise, déjà la décision, ou en tout cas l'activité, est déjà prise dans notre cerveau jusqu'à 11 secondes avant, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est généralement une information qui picote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis mars 2019, lorsqu'on soumet un sujet ou un patient à un contexte décisionnel et qu'en même temps on observe son activité cérébrale pendant qu'il est en train de réfléchir à la décision, on fait ça effectivement grâce à un IRMF, on est capable de pouvoir prédire la décision qu'il va prendre par simple observation de son activité cérébrale jusqu'à 11 secondes avant que le sujet lui-même en ait conscience. Donc ça veut dire que 100% des décisions sont d'abord prises par notre cerveau et que ensuite dans 0,26% des cas, c'est porté à notre conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression de décider. En réalité, la première décision a déjà été prise par notre cerveau. Donc quand je mettais cette question dans la spiritualité, c'est parce que ça ramène à dire what the fuck, qui nous sommes, quoi, qui décide, c'est qui le patron là-dedans, quoi, parce que on a l'impression que c'est nous, notre conscience, notre rationalité, etc. Mais en fait, ça travaille en pilote automatique presque, comme je disais. Merci. Notre culture gréco-romaine de faire de l'homme un être raisonnable, tout à fait. Avec et en fait, on a les héritiers de ça, c'est-à-dire que notre culture gréco-romaine amène à vouloir faire de la pensée l'intelligence humaine.
effectivement, cette info, elle est saisissante quand on la découvre. Toi, ça fait longtemps que tu la connais, que tu la mûris. Comment tu l'intègres justement avec ce que moi je définis comme la spiritualité, c'est-à-dire un questionnement philosophique aussi, tu vois, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, on l'appelle comme on veut. T'as un ami imaginaire, toi d'ailleurs. Qu'est-ce que tu mets comme croyance au-dessus? Est-ce que tu crois en Dieu, tu crois en l'univers, tu crois en l'invisible? Moi j'ai une vision très particulière par rapport à ça. Alors je vais répondre dans l'ordre parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Comment on y réagit déjà? Déjà quand je l'ai découvert, je me suis assis sur le bord du lit, j'ai dodonné de la tête en me disant c'est pas possible pendant 2 jours. Mais une fois que tu t'es familiarisé avec cette idée-là, une fois que tu as fini par comprendre que ce que l'on conscientise est une illusion, c'est une pure illusion. C'est une interface graphique. S'il y en a quelques-uns d'entre nous qui touchent un peu à la compréhension d'un site internet, c'est ni plus ni moins qu'un bloc-notes avec des caractères interminables, et puis tu as un navigateur qui traduit ces caractères-là avec une interface graphique. Et c'est exactement comme ça que ça marche dans notre cerveau. C'est-à-dire que ce que l'on a en notre conscience, c'est une interface graphique. Et si tu changes de navigateur, avec le même code, tu n'auras pas tout à fait le même affichage. Parce qu'il va y avoir une façon différente de le traduire. Une fois que tu arrives à accepter que ce que l'on conscientise, c'est une illusion certes, mais une illusion nécessaire, quoi qu'il arrive, déjà tu le vis beaucoup moins mal. Tu le vis mieux encore quand tu as compris du coup comment fonctionnent ces mécanismes décisionnels à la base. Et c'est là que tu vois après toute l'importance et toute la puissance de notre culture, notre éducation, nos expériences personnelles, etc. Donc finalement, ce qui nous rattache, c'est ça, pas moins l'interface graphique que le code qui est derrière. L'autre point qui est important, c'est pas parce qu'on arrive aujourd'hui à comprendre des choses que la réalité n'est que et exclusivement que ce qu'on a compris. Notre cerveau perçoit à peu près 11 millions d'unités d'information par seconde de notre environnement extérieur. Ça va rejoindre un énorme On comprend bain. que c'est grand comme unité, mais on mesure pas ce que ça fait. J'ai essayé de faire des... Donc on en gère 2000 bits secondes, c'est ça, au niveau du conscient. Voilà, 11 millions à la perception. Qui nous arrive en plus. Oui, qui arrive en permanence. Toutes les secondes. Notre vitesse de traitement, c'est 2000 bits à la seconde au niveau du conscient et 400 milliards de bits à la seconde au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que c'est ça, c'est 11 millions rejoignent le bain global de notre cerveau qui correspond à 400 milliards. Et on va en extraire seulement 2000 pour créer l'interface graphique. Donc, si tu veux, là, cette interface correspond juste à une rationalisation, à quelque chose de simple finalement. Donc déjà, il y a énormément d'éléments qui nous échappent. Mais comme ils nous échappent, qui ne rentrent pas dans notre conscience, on a l'impression que ça se passe à l'extérieur de nous. Par qu'on ne maîtriserait pas le fameux conscient et subconscient. Et du coup, on a besoin de lui donner un sens. Tu vois, cette part qui nous échappe, il va falloir lui créer du sens. Et donc, on a plein de façons de créer du sens par rapport à ça. Donc, on peut créer tout plein de systèmes de cohérence pour essayer de matérialiser ce qui m'échappe. On peut aller encore plus loin. On perçoit 11 millions d'unités d'information de notre environnement. On pourrait dire que c'est beaucoup. Et en soi, c'est déjà pas mal. Mais c'est rien. C'est rien comparé à tout ce qui est autour de nous. Qu'est-ce qui est autour de nous ? Sincèrement, ce qui est autour de nous, aujourd'hui, tu n'auras aucun consensus scientifique. Aucun. Qu'on soit clair, en science, on ne sait pas ce qui est à l'extérieur de nous. Éventuellement, la seule chose sur laquelle on arrive à peu près à se mettre d'accord, c'est de se dire qu'on est pris dans un énorme bain d'informations. Et lorsqu'une de ces informations correspond, parce que nos sens, ce sont des récepteurs, et lorsqu'une information correspond à la nature du récepteur, alors le récepteur va envoyer une impulsion électrique. Et notre cerveau ne fait que recevoir des impulsions électriques, c'est la seule chose qu'il reçoit. C'est lui qui va traduire tout ça après. Mais il y a dizaines de milliers, des millions, des milliards d'informations d'une nature qui ne correspond pas à nos récepteurs. Mais donc, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne les perçoit pas. Donc en science, tout le but du jeu, c'est de réussir à trouver des informations dont la nature échappe à nos sens, mais qu'on arrive à prouver qu'elles sont. Marie Curie, lorsqu'elle a commencé à jouer avec la radioactivité, un peu tard, elle a fini par comprendre ce que c'était, et la radioactivité était bel et bien là, et non perçue par nos sens, par contre, qui crée une dégradation physio. Et il a fallu que la science arrive à trouver cette information, cette nature d'information. Pour moi, aujourd'hui, il y a des tonnes de choses
que la science n'a pas réussi à prouver, qui pourtant sont bel et bien autour de nous, mais à défaut d'avoir une rationalisation scientifique, eh ben, on va donner une rationalisation religieuse ou spirituelle. Et on sait que la science a raison jusqu'à ce qu'elle ait tort aussi, puisque même dans les neurosciences, on continue à... Cerveau droit, cerveau gauche. Ouais, cerveau droit, cerveau gauche. Donc du coup, le libre arbitre, vaste fumisterie cette histoire, puisque déjà, tout est biaisé, on a des biais cognitifs, on perçoit qu'une fractale. Donc qu'est-ce qu'on appelle le libre arbitre ? Est-ce que ça existe seulement, le libre arbitre ? J'aimerais que tu arrives à me donner une définition claire du libre arbitre. C'est le sentiment, en tout cas, de faire un choix non contraint, complètement assumé, complètement rationnel, complètement libre. Hein, l'arbitrage libre, voilà, au sens premier du terme, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un choix où j'ai pris une décision librement. Alors dans une liberté absolue, c'est une fumisterie, parce qu'il n'y a pas de liberté absolue, bien évidemment. Ensuite, on peut avoir une liberté relative, et c'est justement notre capacité à inhiber ou à maîtriser des mécanismes automatiques, donc à être capable de résister à certaines choses, à se créer finalement cet espace de liberté qui va nous donner une liberté relative, et donc une place au libre arbitre. Ça s'acquiert. C'est pas une fumisterie dans l'absolu, c'est que c'est le travail d'une vie à gagner ce champ de liberté. Je pense donc je suis. Descartes avait tout faux. Je pense donc je suis. C'est une bonne question. Non, pour moi, il a pas faux. Il a pas faux. Il a parce qu'il faut réussir à définir je suis. Si être, c'est la conscience de soi, alors quand il pense, c'est des éléments de conscience. Donc la preuve qu'il l'est. En revanche, est-ce que quelqu'un qui est dans un coma profond, électroencéphalogramme plat, n'est plus ? Est-ce qu'une plante est ? Est-ce qu'une plante pense, d'ailleurs ? Réagit en tout cas, s'adapte, réagit, explore. Pour moi, l'organisme vivant le mieux adapté à notre environnement, ça reste l'arbre. Si on prend l'intelligence si on prend la capacité d'adaptation comme étant le facteur d'intelligence, moi, la plante la plus intelligente au monde, c'est Ce serait ta définition, tiens, c'était une question que j'avais. Pour moi, c'est ma définition d'intelligence. C'est la capacité d'adaptation à un environnement. Ce qui veut dire qu'on sait très bien s'adapter à certains environnements, et on fait preuve d'intelligence à ce moment-là, et on sait très mal s'adapter à d'autres, et effectivement, on fait moins preuve d'intelligence à ce moment-là. Donc pour moi, je rattache vraiment la définition de l'intelligence comme la capacité d'adaptation à un environnement. Et est-ce que cet environnement hyper stimulant dont on parlait tout à l'heure peut être une sorte de palier dans l'évolution darwinienne, justement, de ceux qui vont réussir, celles et ceux qui vont réussir à s'adapter à cet environnement hyper stimulant, etc. C'est un challenge. Ouais. C'est un challenge pour les êtres intelligents que nous sommes. C'est qu'à un moment donné, on risque de plus être très 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 intelligent, parce que c'est comme si tu passais dans un jeu vidéo tous les niveaux trop vite, parce que tu avais acheté la revue avec tous les codes secrets et que tu arrives au dernier monstre de la fin, voilà, et nous, on est forcé d'admettre que celui-là, on n'arrivera pas à le passer. Ou on peut s'autodétruire aussi, on peut faire ce que cet environnement-là nous s'auto-saborder. Il faut, pour moi, tu veux, quand on réfléchit à ça, moi je suis pas inquiet pour la planète. Hein. Non, pas du tout, du tout. Non, pour l'humanité peut-être. Voilà, pour notre ego, oui. C'est pour nous. Là, c'est beaucoup plus chaud. Mais la planète est super bien faite. Oui. Elle a été intégralement recouverte d'eau, puis de glace, avant de magma. Voilà. Donc finalement, si tu veux, quand on dézoome et qu'on regarde un système non plus à l'échelle simplement humaine, de l'humain au centre dans un système, mais que tu regardes le système dans son ensemble, la planète est super intelligente. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement et la modification de nos environnements amène à cette forme de darwinisme ? Moi, je crois surtout que ça va nous créer des conditions tellement aversives que là, on va activer sérieusement notre intelligence pour qu'on se bouge. On appelle rarement les pompiers pour dire « j'ai peur qu'il y ait bientôt un court jus dans le mur », même si la lumière a fait zzz, 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 zzz. Non, on attend les flammes, voire même la fumée. Tu vois, et que là, on a les flammes et la fumée. Ouais, là on se bouge, on appelle les pompiers. Ouais. Ça s'explique, hein, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais pour moi, si tu veux, là, et on commence là à voir qu'il commence à avoir une sacrée activation quand même, là, de plus en plus des individus, où l'environnement devient tellement aversif que d'un seul coup, là, on commence à activer clairement notre intelligence et à modifier progressivement les conditions de transformation. On a besoin du chaos pour remettre en ordre, en fait, quoi. Ordre, hop, chaos. L'ordre naît du chaos.
Je reviens à la troisième partie de ma question, pardon. Ton rapport à l'invisible, est-ce que t'as, voilà, comment tu cultives ta spiritualité fort de tout ça? Quel rapport t'as? Est-ce que c'est l'univers, le grand tout, le karma, voilà. Quelle croyance fondamentale tu as? Toutes. En fait, j'ai passé énormément. Ça a été un des sujets qui m'a accroché très très tôt. Peut-être même un peu avant que j'aborde les neurosciences. Pourtant, je les ai abordées tôt. J'étais attaqué, j'avais 17 ans. Oui, tu partais du lycée pour aller Ouais, c'est ça. Pour aller à la fac. Je faisais le camp du lycée pour aller à la fac. C'était voilà, une stratégie un peu particulière. Non, ça m'a toujours énormément interpellé. Ce que j'ai aimé, et en ayant beaucoup voyagé, c'est de m'apercevoir que finalement, derrière toutes les religions, toutes les spiritualités, on retrouve les archétypes. Et je suis absolument... Archétypes, c'est-à-dire les archétypes des structures signifiantes, identiques, très très similaires d'une culture à une autre. Et je suis bluffé par l'intelligence séculaire ou la clairvoyance séculaire qu'il peut y avoir derrière, d'avoir réussi à matérialiser avec les moyens qu'ils avaient des fonctionnements tellement profonds humains et de nos environnements avec une telle clairvoyance, une telle lucidité ou une telle finesse finalement, si tu veux, dans la façon dont c'est construit. Que tu ailles en Amérique du Sud, que tu ailles chez les Inuits, que tu ailles en Afrique, que tu ailles en Asie, en Russie, etc. Tu vas retrouver dans toutes les religions ces structures-là. Et je trouve ça absolument fascinant. Après, il y a des différences. Il y a des religions où on va porter le principe créateur de façon exogène, déiste exogène, ou alors de façon intérieure. C'est juste après un jeu de direction. Mais on retrouve toutes ces structures-là. Et moi, ce qui me fascine, c'est pas l'une ou l'autre, c'est toutes. C'est l'incroyable prouesse humaine à appréhender, à créer du sens sur des choses qui nous dépassent, mais tellement. Après, le rapport à l'invisible, moi j'aime me challenger au point, il y a des groupes scientifiques qui travaillent très sérieusement à savoir est-ce qu'on ne vit pas dans un simulateur. Et c'est des vraies recherches scientifiques qu'il y a derrière. Il y a un autre comité de réflexion qui essaye de prouver que jeudi dernier existait vraiment. Et quand tu commences à vouloir prouver scientifiquement que jeudi dernier existait vraiment, ben on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avoir quelque chose qui nous détermine très clairement. Ça va parler aux platistes, tout ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est fascinant, en fait. Tu vois. Et donc, je me définis dans aucune et dans tout à la fois. J'embrasse l'ensemble des possibles et j'adore échanger avec chacun d'entre eux. Vraiment, j'ai eu le plaisir d'être dans les Annapurna. J'avais 20-21 ans. Dans les Annapurna, où on aidait, à l'époque, j'avais créé une asso humanitaire avec mon meilleur ami, et on était parti aider un village perché à 5000 mètres. Ça, c'était avant que tu pousses les petites vieilles dans la rue. Alors. Exactement. Quand t'étais un gars bien, quoi. C'était quand j'étais encore gentil, quelqu'un de bien. Et on est dans le village, on est arrivé, ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité, pas de courant, donc pas de télé, rien de tout ça, et ils sont les premiers occidentaux qu'ils ont rencontrés. Ils nous ont pris pour des fantômes pendant 2 jours. Et après, on a pu discuter effectivement avec ce qu'on peut considérer les sages du village, et les conversations étaient absolument fascinantes. Parce que même là, coupé de tout, on retrouvait tous les archétypes. Et quand moi je provoquais un peu en disant que je suis athée, que non, je n'ai pas un dieu en particulier ou des dieux en particulier sur lesquels je m'attache, mais que j'aime penser à chacun d'entre eux, ou réfléchir en tout cas à chacun d'entre eux, ils voulaient vraiment sauver mon âme. Ils pensaient que si je mourais là, j'allais être perdu dans le néant et qu'il fallait faire quelque chose pour moi, il fallait faire des rites, etc. Et voilà, il y a cet attachement qui est fort, et c'est cet attachement-là, moi, qui me passionne, qui me fascine. Ouais, tu me posais la question hors micro de savoir quelle distinction je faisais entre spiritualité et religion, et je te disais que pour moi, la religion, c'était plutôt la dimension horizontale, celle qui nous relie aux autres, parce qu'on a besoin, je crois que c'est rassurant aussi de s'allier. La notion du nous, elle est beaucoup là aujourd'hui, de se reconnaître à travers un récit collectif, une croyance, quelque chose qui nous unit. Et je trouve que c'est ça qui crée des tensions aujourd'hui. On le voit, les religions. On ne connaît pas de civilisation sans religion, finalement. Donc il y a un vrai besoin, mais c'est au moment de fin de cycle, quand il y a des moments de tension très fortes, que les religions réapparaissent. Et je trouve que c'est là où ce mot de spiritualité, il est trop galvaudé, parce que c'est pas imposer sa vision aux autres, c'est
reprendre une vision méta un petit peu de qui nous sommes, de se reposer des questions un petit peu philosophiques, j'allais dire spirituelles, qui nous amènent à prendre de la hauteur plutôt qu'à nous taper dessus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu me disais, c'est le religieux en horizontalité, la spiritualité en verticalité. Mais je trouve peut-être aussi qu'on manque d'un récit collectif pour le coup, parce que les religions reviennent sur le devant du discours, parce qu'il n'y a plus de projection, tu vois. On s'aperçoit que notre modèle capitalistique il s'essouffle un peu, il n'est pas pérenne, on va pas pouvoir continuer éternellement comme ça, donc si c'est pas ça, quoi d'autre? Et c'est là où les leaders, et en premier lieu les leaders politiques, parce que c'est ce qu'on attend d'eux à la base, que ce soit juste ou pas, ont du mal à faire émerger, quoi, parce que maintenant la vision du plein emploi, on n'y croit plus vraiment dans ce domaine-là, donc je trouve qu'il y a... Il y a énormément à retrouver dans l'horizontalité, il y a tout à réinventer là-dedans, mais pour moi ça va passer par la spiritualité, et dans cette définition de compréhension de soi, ou dans quoi on s'inscrit, si tu veux, dans cette définition-là, pour moi, les neurosciences, les sciences cognitives sont une spiritualité. Oui. C'est mais comme peut-être la physique quantique aussi. La physique appuyé sur de la méthodologie scientifique, mais c'est une forme de spiritualité. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on se met à comprendre sur soi et autrui lorsqu'on en comprend nos mécanismes profonds. Et pour moi, si on veut réinventer le modèle horizontal de demain qui nous rallie tous, ou qui tend à tous nous rallier, il faut avant tout qu'on comprenne comment on fonctionne. Développement personnel tel qu'il est pratiqué, parce que c'est très à la mode, développement personnel, c'est quoi ton regard là-dessus, l'explosion des coachs, tout ce qu'il peut y avoir c'est une bonne chose, c'est l'expression d'un besoin déjà, avant toute chose, clairement. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une chose. Qu'il y ait de bonnes, ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise situation? Non, c'est... pour le coup, ni une bonne ou une mauvaise chose, c'est en tout cas clairement l'expression d'un besoin. Après, dans les pratiques qu'on peut voir, il y en a des plus ou moins efficaces, il y a de tout, mais en tout cas, pour moi, ça matérialise surtout un besoin. On sent qu'il y a un besoin de changement, on sent qu'il y a une quête, il y a une recherche, il y a des choses qui poussent dans ce sens-là. Après, c'est des jeux de définition, c'est des jeux de pratique. Encore une fois de plus, pour moi, après... dire, c'est ce qui a conditionné 20 ans de ma vie, mais c'est de partir plus en profondeur que l'interface. Si on veut comprendre tous ces domaines d'application, pour moi, la ludothérapie, l'art-thérapie, la musicothérapie, la sophrologie, l'hypnose, et toutes les approches coaching, la myosthésie, etc., répondent à des mécanismes profonds. Il n'y en a pas un qui dit non, la thérapie, non, c'est de la connerie. Ok, tu prends 3 bouts de facial et machin, et tu fais un tableau. Merci, je suis Picasso, ça va me changer la vie. Oui, mais à un certain aspect, en fait. Et quand on comprend tous ces mécanismes profonds, on dit ok, c'est intéressant l'art-thérapie parce que ça vient travailler sur tel et tel bout de la chaîne. Et puis en sophrologie, on va venir travailler sur tel et tel bout de la chaîne. Et puis, en fait, à un moment donné, on arrête les querelles. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé là-dedans, j'ai fait le premier modèle qui réunissait à la fois sciences cognitives et neurosciences. 2 domaines gigantesques des sciences qui pouvaient pas se voir. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est un peu tendu. On reprécise juste, mais tu me dis si ma définition est bonne, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Neurosciences, c'est plutôt l'étude des tuyaux, des boyaux. C'est ça. Et les sciences cognitives, c'est un peu les flux, c'est-à-dire c'est ce qui circule dedans. En gros, pour repréciser brièvement. Mais ouais. C'est exactement ça. Et c'est 2 domaines qui se parlaient pas du tout. Pour les cognitivistes, les neurochires, c'est les bouchers. Et pour les neurochires, les cognitivistes, c'est les charlatans. Et une fois que, quand moi j'ai ramené ces 2 modèles, j'ai pu leur montrer que toi t'interviens là-dessus et toi t'interviens là-dessus. Et ces 2 bouts de chaîne sont nécessaires pour aller du moment de la perception au moment de la réponse adaptative. Donc, tu veux, en comprenant ces mécanismes de fond, on arrête de se faire la guerre. Et de vouloir dire, moi je détiens la vérité, moi je sais, Et on se l'applique aussi à nous-mêmes. C'est que nous-mêmes, notre propre approche, même si on arrive à avoir une vision plus large des choses, on se remet sans arrêt en question en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est pas plus répandu que ça alors? Parce que c'est nouveau, c'est hyper récent. Donc il reste. Et désolé mon bonhomme, mais j'y bosse. C'est ça, j'allais dire. Il reste du boulot pour BMO alors du coup. C'est ça. Dis-toi, il y a 20 ans, quand je me pointais dans une boîte et que je disais que j'étais expert en neurosciences, j'avais le patron de la boîte qui me regardait, me disait félicitations, vous êtes bien jeune, félicitations, c'est cool, mais on n'est pas malade quoi. Ouais. Tu te dis, putain, ça va être long. Aujourd'hui, on parle de neurosciences dans les boîtes, ça s'est popularisé, donc les gens, sans forcément encore en comprendre tous les tenants et les aboutissants, maintenant on commence déjà à être sensibilisé à ça, et on y vient, quoi. Merci de m'offrir cette transition, de parler des boîtes, puisque je voulais aussi parler un peu de cerveau et autorité, et puis aussi
quand je dis autorité, c'est avec un petit A, hein, mais le management en fait partie. Moi, j'interviens beaucoup dans les entreprises, auprès des managers, etc. Il y a une réflexion que tu as eue et qui est partagée avec Simon Sinek, où lui il dit « Je m'intéresse beaucoup plus au momentum, donc à la façon d'arriver au résultat qu'au résultat en eux-mêmes. Ouais. » Je suis d'accord là-dessus. Et puis pour reprendre un peu ce que tu disais, tu dis on passe notre vie, on a un vocabulaire très très étayé sur tout ce qui est KPI, réussite, tableau de bord, etc. Mais très très peu sur la manière dont on atteint ça. En entreprise, on a des bonus pour ceux qui réussissent, mais qui n'ont pas forcément les bons comportements. Donc ils peuvent être joués solo, écraser la tronche de son voisin, mais ils ont bien réussi, donc on les récompense. On a pour la félicitation, c'est pareil. On va féliciter et donner de la reconnaissance à celui qui a obtenu un résultat, pas forcément celui qui s'est mobilisé. Donc là aussi, on a un gros travail à faire. Qu'est-ce qu'ils te disent, les boîtes, quand tu vas leur expliquer ça ? Est-ce qu'il y en a qui quand même arrivent à remettre en question ces principes-là ? Parce que c'est toujours la même chose. Dis-moi comment tu me mesures, je te dirai comment je me comporte. Donc les boîtes doivent comprendre aussi qu'elles se tirent une balle dans le pied. Et à mon avis, mais ça m'intéresse d'avoir ton écho là-dessus, elles le font parce qu'on a une vision très court-termiste des choses. On est dans une société assez financiarisée qui fait qu'on regarde les résultats au trimestre et que du coup, on ne regarde pas du tout, on n'est plus du tout intéressé par le long terme en fait, quoi. Alors, tu sais, au départ, j'étais assez naïf quand je suis arrivé dans les boîtes, parce que je suis arrivé tôt dans les boîtes, je suis arrivé à 21, 22 ans, un truc comme ça. Et j'avais envie de les mettre en alerte là-dessus, en disant attention, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais tant qu'une boîte n'a pas mal, elle ne bouge pas. Un organisme vivant va s'adapter à la contrainte de son environnement. Si à ce moment-là, son adaptation fait qu'elle atteint ses objectifs, qu'elle a envie de les atteindre, elle n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. Donc généralement, quand moi j'interviens, c'est que déjà, les dents ont raclé, tu vois. Sur un terrain de rugby, t'as bouffé du gazon, tu vois. Et quand t'as pris cher une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et que t'en as marre, t'es plus enclin à l'écoute. Et souvent, c'est un peu ce que je regarde dans une boîte. C'est-à-dire que si la boîte veut justement s'informer, regarder, faire une prospective discrète, je veux bien transmettre une info, mais je bataille surtout pas sur la transformation. En revanche, quand la boîte commence à ne plus comprendre vraiment et puis souffre du désengagement, de l'absentéisme, de la perte de performance, du conflit, de la rumeur, de la contradiction, tu vois, et ça les plombe, vraiment, avec du temps, du coût, de ne pas marcher, etc. Oui, là, effectivement, il y a une certaine maturité, une certaine ouverture d'esprit qui se crée, dans lequel on va pouvoir expliquer où est le bug majeur. Et en plus, ce bug majeur, là où il est très pernicieux, c'est qu'il est porté par notre société en permanence, tout le temps, depuis qu'on est gosse. À la fois à l'école, par nos parents, par la société en général, par nos divertissements, qui est d'avoir confondu dans le verbe faire l'action et le résultat. Si jamais je te demande qu'est-ce que tu as fait dans ta précédente boîte, tu vas me donner et m'énumérer le résultat de tes actions passées. Oui, mais les résultats. Mais faire, ça n'a jamais été un résultat. Faire, c'est une action. Et on est ce qu'on fait. Pas le résultat de notre action. Mais l'action en elle-même. Si ça se trouve, j'ai poussé une petite vieille sur la route. Il n'y avait pas de voiture à ce moment-là, pas de bol. Donc elle s'en est sortie. Donc le résultat était négatif pour moi. Mais c'est bien la qualité de l'action. Tu consultes avec les petites vieilles quand même. Ça fait beaucoup. Je viens pas me faire attaquer, je crois. Oui, j'ai mes périodes comme ça. je prends un cœur de cible. Mais donc, on voit bien que j'ai été méchant parce que je l'ai poussée. Pas parce qu'elle a été écrasée. Parce que quand bien même elle n'aurait pas été écrasée, ça fait quand même de moi quelqu'un de méchant. On est ce qu'on fait, pas le résultat de notre action. Or, depuis qu'on est gamin, à l'école, on t'a appris à te dire c'est bien Baptiste, t'es un bon élève, hein, t'as bien étudié, tiens, hop, je te mets un A parce que ta copie amène un résultat attendu qui est un bon résultat. Mais ça se trouve, t'avais rien foutu. Et puis à côté, t'avais Bertrand. Bertrand, lui, il avait bossé comme un fou pour essayer d'avoir une bonne note, tu vois, et puis il avait passé du temps, etc., alors qu'il était fatigué. Et malgré tout, il a eu que C. Et on dit à Bertrand, qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon garçon ? À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Hein.
Et là, sous-entendu, t'es un mauvais élève. Ça, on le sait depuis presque le début du XXe siècle. C'est même pas les neurosciences qui nous l'ont dit. Les Maria Montessori, les Freinet, les Waldorf, etc. Ils avaient déjà compris ça dans l'éducation. Donc, je crois même me souvenir que Montessori, elle va voir à l'époque, au début du XXe siècle, un certain Benito en place au pouvoir et qui lui dit mais dégage avec ton truc parce que moi ça m'arrange pas. Je sais que que agir différemment amènerait à de l'émancipation, à de la pensée critique, etc. Mais donc sans basculer dans un truc complotiste, mais il y a quand même un intérêt d'équilibre de pas tout le monde soit dans cette logique-là, qu'on a un enfermement. Il y a une volonté de maîtrise, de contrôle. Mais c'est cette même logique de maîtrise et de contrôle qui sclérose les systèmes. Or, une entreprise, c'est un système, c'est un organisme entre guillemets dit vivant parce qu'il est mis en mouvement par les êtres vivants qu'il compose, donc en l'occurrence les humains. Et donc, c'est un organisme vivant qui doit s'adapter à un environnement. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction ? Si un organisme vivant ne s'adapte pas à un environnement, qu'est-ce qui se passe ? Il meurt. C'est la même chose. Si une entreprise perd la capacité d'adaptation à un environnement, elle meurt. Le truc, c'est que l'entreprise a un double enjeu. Elle doit s'adapter à l'environnement économique et social dans lequel elle évolue, mais elle doit en même temps tenir compte des cellules qui sont à l'intérieur. Et donc les cellules, c'est les humains. Si jamais l'environnement devient trop aversif pour l'humain, et donc en réaction de défense par rapport à un environnement extérieur, eh bien, admettons, la température monte, comme le corps, fait monter la température, sauf que au lieu de le monter à 40 ou 41, elle monte à 44. Qu'est-ce qui va se passer ? On meurt. On va tout simplement mourir. Pourquoi ? Parce que toutes les cellules intérieures vont mourir. C'est la même chose dans une boîte. Si tu veux créer une contrainte au résultat permanente et que tu ne reconnais que le résultat, l'individu ne sait plus qui il est. Ne sachant plus qui il est, ne comprend plus son action. S'il ne comprend plus son action, il n'a plus les moteurs de mise en mouvement. Donc à vouloir créer une contrainte au résultat, l'individu ne comprend plus qui il est. Parce qu'on est ce qu'on fait. Et si tu te détermines par rapport à ton résultat d'action et que ton résultat n'est pas là, eh ben, tu ne sais plus qui tu es. Si tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Pourquoi on parle tant de quête de sens au travail aujourd'hui ? Justement parce qu'il y a un désalignement entre qui on est et ce qu'on fait. Et cette perte de sens, en fait, c'est la perte d'alignement. C'est-à-dire, tu peux donner un exemple de ça ? C'est ce que tu vois tout à l'heure quand on abordait on est ce qu'on fait, on fait ce qu'on est. C'est la cohérence. Et s'il n'y a plus cette cohérence-là, il y a une dissonance cognitive, un état de tension. C'est-à-dire, j'essaie de trouver un exemple concret, je suis salarié, je veux faire de la qualité, ou je suis quelqu'un qui vient pour apporter une contribution qualitative, servir un client avec du mieux que je peux, et j'ai une injonction paradoxale en fait qui fait que on me demande d'en faire beaucoup, qui fait que je ne peux plus faire de la qualité. Ouais, c'est 5 minutes par... Comme on voit même dans le milieu hospitalier. 5 minutes par patient. Et bien du coup, tu as bâclé ton travail avec ton patient, et ça crée une dissonance cognitive entre qui tu es, la vision que tu as, et ce que tu as fait. Une fois, 2 fois, 3 fois, et là tu as 2 solutions. Soit tu changes ta façon de faire, soit tu changes la vision que tu as de toi-même. Si tu y vas par conviction, tu ne peux pas toucher à l'être, à la vision que tu as de toi-même. Donc, et tu ne peux pas aligner le faire parce qu'on te crée une contrainte. La dissonance perdure. La dissonance va créer un état aversif qui va créer un stress chronique qui va faire qu'au bout d'un moment, soit tu te barres, soit tu tombes malade, soit tu te rebelles contre un système. Et donc, il faut absolument tenir. Et le sens, c'est la rationalisation que tu vas donner à ça. Et donc, une boîte qui va te dire, nous, on est là pour nos patients, s'assurer qu'ils soient bien, en bien-être, et blablabla, blablabla. Si jamais ça ne s'incarne pas dans l'action, c'est un bullshit. C'est un bullshit marketing. Mais du coup, l'individu pourra gagner des parts de marché, avoir des nouveaux clients, des nouveaux patients, pardon. Mais par contre, donc ça c'est bien, tu t'es bien adapté à ton environnement extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, tu es en train de faire mourir les cellules. Il ne faut pas oublier que l'environnement d'une entreprise, c'est de la mise en mouvement de l'humain. Ok. J'avais plein d'autres questions, mais elles me sont sorties de la tête. Je me laisse happer par ton discours, tu vois. Donc on est quand même d'accord sur le fait qu'il y a un danger quand même à jouer court-termiste. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui ont les dents qu'on raclées et qui réagissent pas forcément. Il y a une véritable... c'est assez sclérosé quand même, je trouve, dans pas mal de boîtes. Parce que ça nourrit pas les mêmes enjeux. Ouais. Est-ce que le capitaine a les mêmes enjeux
que l'équipage. Ouais. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé ma question. En fait, qui était une remarque plutôt, mais si je schématise la pyramide au sein d'une organisation en termes d'influence, de pouvoir, il y a aussi les plus seniors, par expérience, qui sont là par leur ancienneté, par leur expérience, leur expertise, etc., mais qui se sont construits sur un autre système beaucoup plus linéaire, ce qu'on appelle le management à l'IBM, où les process étaient un peu plus linéaires. Et donc, on dit qu'il est très difficile de remettre en question un système sur lequel on s'est soi-même construit, puisque c'est comme ça qu'ils sont là. Même si c'est pas... je veux pas en faire une généralité, parce qu'il y en a qui savent aussi évoluer. Il y a les jeunes entrants, les jeunes actifs qui, eux, ont une vision complètement différente du monde du travail, parce que la promesse d'une carrière ad vitam aeternam... Voilà, eux, ils rêvent d'agilité, de réalisation immédiate. Et puis, du coup, t'as au milieu, dans le sandwich, tu as le middle management, comme on dit, donc des gens qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont connu un petit peu ce monde un peu plus linéaire, carriériste, etc., mais qui se rendent compte, qui comprennent, qui ont l'exemple des seniors en se disant c'est peut-être ça qu'il faut faire parce que apparemment c'est ça qu'on me dit de faire, mais en même temps je vois bien qu'en dessous, et moi-même je me sens pas complètement aligné avec ça. Voilà, c'est un peu la représentation que je ressens dans les entreprises. Oui, c'est ce qu'on voit un petit peu partout et c'est ultra normal et ça date pas d'hier. Brassens disait petit con de la dernière averse et vieux con de la neige d'antan. On le retrouve encore aujourd'hui. On apprend à s'adapter à nos environnements. Et l'apprentissage de ces adaptations, c'est la somme de toutes nos expériences. Le senior, entre guillemets, qui a 50-60 ans, s'est construit dans un environnement qui n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, il n'y avait même pas de smartphone. Enfin, je sais pas si t'imagines le truc, quoi. Il a vécu la naissance du Minitel, quoi. J'ai commencé à cette époque-là. Moi aussi, je pense. On dit pas un peu, mais... ouais. Donc, si tu veux, on s'est construit dans des environnements qui n'ont rien à voir avec les environnements dans lesquels la jeune génération s'est construite. Donc ils ont des stratégies d'adaptation, donc des stratégies de satisfaction addictive, donc des états de tension qui te mettent en mouvement qui n'ont rien à voir. Mais absolument rien à voir. Et c'est pas l'un qui a raison ou a tort. Quand j'entends les seniors dire « les jeunes, ils savent pas ce que c'est que le boulot, etc. » Putain, je peux te dire que j'ai vu des gamins en école être capables de nous faire des bootcamps sur 2 jours et te sortir une boîte entre l'idée, on leur a donné un thème, ils ont chopé l'étude de marché, le concept, la matérialisation de concept, le nom, le logo, les fonctionnalités d'application. 2 jours. Allez mon senior, vas-y, à ton tour, on y va. Et non, on n'y arriverait pas. Et c'est pas les mêmes boutons qui mettent en mouvement. Exactement. Et le problème, c'est que nous, on veut tenir les choses. On essaie de les scléroser. Enfin, on les sclérose parce qu'on veut se dire, non, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marchait. Nous, aujourd'hui, on a une communauté de 4700 personnes. On doit être 17 ou 18 en core team à piloter ça. On n'a pas de bureau. On fait tout par ordinateur, en visio, en machin. On va se faire une réunion 1 fois par mois à se réunir physiquement. Et encore, c'est assez récent. On se dit, c'est chouette quand même. C'est une bonne excuse. Mais tu vois, on a une organisation et quand on regarde les autres centres de formation, enfin moi, quand j'ai digitalisé la formation il y a 8 ans, donc avant le Covid, on me disait, mais non, sans déconner, tu cartonnais dans les boîtes en présentiel, qu'est-ce que tu allais foutre sur du digital ? On peut pas former sur des sujets aussi sérieux en digital, ça marchera jamais. C'est les mêmes qui m'ont appelé dès la première semaine de confinement pour dire « Ah, tu fais comment ?» Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que les gens veulent tenir des systèmes. Plus tu vas libérer, arrêter de vouloir contrôler, mais contrôler, ça veut pas dire laisser en roue libre. C'est comprendre les mécaniques humaines profondes. Et en comprenant ces mécanismes-là, tu peux voir les choses arriver, tu peux comprendre les libertés d'action, qu'est-ce qu'on peut réaménager, comment on accompagne le changement, comment... Voilà. Et surtout pas scléroser. Un capitaine qui veut scléroser un navire, c'est de te dire non, on arrête, on reste sur le bon gros voilier en bois massif qu'on le faisait à l'époque, avec les grandes voiles bien perpendiculaires à la parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà, ouais, c'est ça, vous faites toujours comme on a toujours fait. Bah oui, parce qu'on a toujours fait comme ça. Bah là, ton navire, au bout d'un moment, 1, 2, 3, 4 intempéries, au bout d'un moment, il va péter. Alors que si tu comprends la dynamique qui est derrière, tu vas faire évoluer ton navire. Je veux pas abuser de ton temps, je vois que c'est un temps cool, mais comme je te l'ai dit, je pense que je pourrais tenir 17 heures non-stop parce que ça m'intéresse énormément. J'avais promis, peut-être pour nos auditeurs,
une petite partie, déconstruire les neuromythes, tu sais, pour qu'on paraisse un peu plus intelligent à l'apéro le samedi soir. Donc, tiens, c'est sur les deux derniers là et là. T'en choisis un ou deux, ou trois. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans qui t'amuse Ah bah plus. attends, je vais te le prendre rapide dans l'ordre. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Mon Dieu, you're killing me. Pas tout le monde. Certains n'utilisent que 2-3%. Non, je déconne. Non, mais on sait même pas 10% de quoi finalement. C'est pas ça, mesurable. exactement. En réalité, on utilise en tout cas 100% de la matière cérébrale. Ok, on utilise 100% de notre cerveau. Quand le film Lucie de Luc Besson est sorti il y a quelques années, mon Dieu, mes conférences, mais c'était affreux. Le mec me disait, mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe réellement si on utilise 30%? Je dis, bah vous serez 2 tiers plus bête. Donc, non, on utilise 100% de notre cerveau. Cerveau droit, cerveau gauche. Ça s'est sorti dans les années 70. Dans les 6 mois, ils ont fait un repenti, entre guillemets, en disant, attendez, on peut pas simplifier autant que ça. On a ce qu'on appelle la latérisation des aires, oui. Mais quelles que soient les fonctions cognitives dont on a besoin, on va avoir besoin des deux. Donc non, si j'ai une ablation de l'hémisphère gauche, je serai encore capable de faire du calcul mental. Enfin, j'espère. Toujours à la petite enfance pour apprendre. Non, heureusement. Alors il y a beaucoup de choses qui vont jouer là-dedans. On va avoir des premiers mécanismes, mais tout au long de notre vie, on a la plasticité neuronale qui perdure tout au long de notre vie et qui nous amène à pouvoir reconditionner effectivement le cerveau. Je crois que 3 et 7 ans sont des âges critiques quand même, parce qu'on parlait d'élagage. Oui, je confirme. Oui, c'est à cette époque-là qu'il y a les élagages synaptiques. Le premier élagage, il a lieu à peu près aux environs de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Les Américains ont un terme pour ça, ils appellent ça The Terrible Two. Ouais. Nous, on n'a pas ça en France. Ça correspond à ça. Ça correspond à ça. C'est le moment où il y a eu le premier élagage et donc les voies neuronales. Élagage, pour expliquer, ça fonctionne un peu comme un défrag sur un ordinateur. On essaye le cerveau, il essaye de réoptimiser un petit peu sa. Ouais, il fait plus que réoptimiser. En fait, quand on a toutes les voies neuronales en place, mais non utilisées. Et ensuite, pendant cette première année ou ces 2 premières années, à chaque fois qu'on va percevoir des choses, on va venir activer des voies. Et toutes les voies qui n'ont pas été activées, elles dégagent. Et ça nous crée ce qu'on appelle le premier socle neuronal. Donc c'est là où on disait écouter de la musique, par exemple, des diversités, des sons très variés à la petite enfance peut favoriser l'apprentissage des langues plus tard parce que le sillon aura été creusé. Exactement, mais en respectant par contre les capacités des enfants. Je suis allé un petit peu loin avec mes filles. J'imagine. Donc, non, respectant effectivement la capacité. En revanche, après, tout au long de notre vie, on est capable de pouvoir... alors, c'est moins évident, c'est moins simple, mais en tout cas, on peut retravailler ces structures-là tout au long de notre vie. 3 styles d'apprentissage, visuel, auditif, kinesthésique, le fameux VAC, c'est vrai, c'est pas vrai? C'est partiellement vrai. Il paraît qu'on est par définition assez visuel. Alors, on est tous très visuels. Notre cerveau est câblé avant toute chose pour traiter de l'image, y compris chez les aveugles. Ce qui amène à des formes pensées. Parce que l'architecture même de notre adaptation est basée sur ce flux-là. Si ce flux est coupé, c'est pas comme s'il y avait un reconditionnement complet, c'est qu'on garde cette structure-là, mais elle est réadaptée par l'absence de flux visuel. Donc avant toute chose, visuel. Après, ça va dépendre de ton expérience. Si tu es musicien, c'est certain que l'auditif, par exemple, va prendre petit à petit une place prédominante. Si tu es kiné, ostéo, le toucher, le sens du toucher, la sensibilité au toucher, etc., va venir jouer progressivement. Donc après, ça fait partie des grands besoins de l'humanité, d'étiqueter, de donner les grandes définitions universelles. Non, tout est relatif. Allez, un petit... Allez, non, celui-là il me fait trop mal. Okay. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le cerveau reptilien. Voilà, c'est celui-là. Et la théorie du cerveau triunique. Tu peux expliquer ce que c'est c'est de Paul MacLean, mais cerveau triunique, c'est quoi? Le cerveau reptilien, qui serait les instincts directs humains. Le cerveau émotionnel, ce serait toute la partie émotive de l'individu. Et le cerveau rationnel, qui serait basé que sur la raison. C'est une modélisation. Donc, en tant que modélisation, on va pouvoir effectivement retrouver ces 3 structures abstraites. Voilà. Mais neurophysiologiquement parlant, non. Oui, parce que tout travaille de concert, en fait. C'est à la seconde où tu vas percevoir quelque chose, ça va d'abord être traité, le flux perceptif visuel, par exemple, va être traité par le système limbique, d'abord par le thalamus et tout le système limbique, mais va partir à l'arrière du cerveau pour tout ce qui est traitement d'informations visuelles, va ensuite venir interroger nos mémoires, va redescendre dans le système limbique. Si ça capte notre attention, ça part dans la partie orbitofrontale pour pouvoir le conscientiser, le sémantiser, mais produire une réponse physio aussi en nous.
tout est lié. Donc, si tu veux, c'était super intéressant il y a 10, 15 ans, 20 ans, quand le cerveau était juste une grosse masse gélatineuse où on ne savait pas trop comment se le représenter. C'était une modélisation simple qui permettait déjà de pouvoir différencier un peu des fonctions au niveau du grand public et de pouvoir commencer à expliquer certaines mécaniques. Après, oui, voilà, c'est certainement réducteur, mais ça permet aussi de poser des premiers socles. Voilà. En revanche, quand tu veux vraiment travailler en puissance, en in situ, c'est trop limité. Ouais. Ça se fracasse les dents. On ne l'a pas dit d'ailleurs au début, ou reprécisé, mais le cerveau, c'est quand même l'organisation la plus complexe que l'on connaisse et qui n'a pas de chef, qui n'a pas de hiérarchie. C'est ça, hein, c'est purement horizontal. Il y a des moi j'ai appris ça comme ça avec le mot de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui prennent la main de temps en temps, selon la situation, mais il n'y a pas de chef, quoi. Bah, t'as quand même un chef. En tout cas, un qui veut être chef. C'est toi. C'est la conscience de toi-même. En te disant, non, je ne mangerai pas ce carré de chocolat. Mais par contre, enlevez-le. Ouais. Allez, ne laissez pas là. Bon, ça vient pas pour ça de toi, hein, mais la prochaine fois, je ne mangerai pas. Hein. Donc, si tu veux, il y a une tentative par la conscience de vouloir prendre le rétro-contrôle sur ces mécanismes-là. Okay. Donc, si tu me différencies la partie, entre guillemets, c'est très schématique, mais la partie orbitofrontale, c'est-à-dire là où va pouvoir émerger la conscience de soi avec les capacités de rétro-contrôle, donc de maîtrise de soi, tu me détaches cette partie-là, tu me laisses tout le reste, je suis d'accord. C'est peut-être ça, en fait. Par contre, tu viens me connecter. En entreprise, il faut donner que 0,26% des informations au chef. Une dernière, ça parce que j'aime bien, le stress peut augmenter notre capacité d'action ou de décision, le fameux mythe du stress positif. Alors oui, il faut voir ça comme une courbe d'optimisation en cloche. La Gauss. Ouais, exactement. Et donc, si tu veux, si t'es pas du tout stressé, alors, par contre, il faut bien définir ce que le mot stress veut dire. Ouais. Parce que dans le grand public, stress, ça veut dire t'es anxieux, etc. Non, un stress, c'est un stimulateur de l'organisme. C'est-à-dire que t'as pas plus stressé qu'un mec qui vient de gagner au loto. Son organisme est surstimulé, etc. Donc il est hyper stressé. Donc c'est vraiment dans une logique de stimulation. Si la stimulation est trop faible, donc le stress est trop faible, il n'y a aucune raison qu'on se mette en mouvement. Et on va arriver à un point optimum de stress, qu'on appelle le point S de stress. C'est le moment optimum qui va permettre qui va créer l'état de tension le plus intéressant dans le rapport mise en mouvement et maintien des capacités d'action. Et si la stimulation devient trop forte, l'état de tension devient trop important. Et derrière, on perd la maîtrise, un peu comme si tu roules en voiture. Si je te filais une F1, alors que tu n'as jamais conduit une F1, peut-être que ton point V de vitesse optimal pour t'éclater sera peut-être, je dis une bêtise, 160 km/h. Par contre, si tu dépasses et que tu te mets à rouler à 2,80, tu vas t'éclater contre un mur. Voilà. Donc, c'est que j'avais appris, mais on a des définitions différentes, que toute la partie gauche de cette courbe n'était pas techniquement du stress, puisque le stress, par définition, avec noracortisol, etc., a tendance à inhiber notre capacité d'action et de décision, comme par exemple si un chirurgien est sous stress, tu vas pas te dire chouette, il va faire du bon boulot parce qu'il est un minimum sous stress, quoi. Donc c'est la définition du mot stress. Oui, voilà, c'est des jeux de définition là-dessus. Avant de conclure, alors j'ai deux questions récurrentes pour conclure. La première, c'est est-ce que tu as 3 inspirations à nous filer ? Ça peut être des bouquins, ça peut être des podcasts qui t'inspirent, ça peut être un documentaire à regarder, pas forcément sur le cerveau d'ailleurs, mais un truc qui t'a fait sentir plus capitaine de ta vie ou... Alors déjà, le cercle des poètes disparus. Allez. Au capitaine, mon capitaine. Au capitaine, mon capitaine. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce... Qu'est-ce que tu retiens ou pourquoi tu le conseilles ? La puissance de la réflexion pour apprendre à acquérir notre part de liberté. C'est-à-dire que y a cette logique-là ça s'acquiert la liberté. C'est pas... En fait, il y a une phrase qui est paradoxale, on est tous libres et égaux en droit. Non, on est tous égaux en droit. La liberté, on va apprendre à l'acquérir. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à aller chercher. Et je trouve que le cercle des poètes disparus le représente super bien. Et puis là, dans notre contexte, évidemment, ça fait sens. Une autre source d'inspiration. Il y a un bouquin que j'aime énormément, qui a été écrit par Dale Carnegie, qui est un best-seller international, qui s'appelle Comment se faire des amis. Comment se faire des amis, qui est d'un pragmatisme
incroyable. Développé sur de l'empirisme à l'état pur, c'est de l'A/B testing qui arrive à des définitions. Et ce bouquin qui a été écrit en 1936 est d'autant plus vrai encore aujourd'hui. Parce que c'est vraiment du pragmatisme dans l'interaction sociale et ô combien on en a besoin aujourd'hui. Et en dernier, petit traité des grandes vertus. Ça, c'est mon livre de chevet, André Comte-Sponville. C'est un bouquin que j'ai dû acheter il y a 15 ans. Je le relis tous les 6 mois. André Comte-Sponville a réussi, qui est un philosophe contemporain, que beaucoup, à mon avis, connaissent. Et il a réussi dans son petit traité à prendre 18 vertus. On parlait non pas de regarder ce que l'on fait par rapport au résultat, mais par rapport à la qualité de l'action. Et les vertus, c'est bien ça, c'est la qualité de mise en mouvement. Le courage, c'est pas parce qu'on est courageux qu'on a réussi à atteindre l'objectif. C'est pas parce qu'on est juste qu'on a atteint un résultat. Ça va être une façon de se mettre en mouvement. Et ça nous apprend à regarder plutôt la façon dont on se met en mouvement plutôt que de son résultat. Et c'est un bouquin, donc il a défini 18 vertus, qui commencent par la politesse, qui finit par l'amour. La politesse, ce n'est pas encore une vertu, c'est l'imitation de la vertu. Et l'amour pourrait se suffire à lui-même et engloberait toutes les autres vertus. Ça fait 15 ans, je le relis tous les 6 mois et je le relis différemment à chaque fois. Ça fera l'objet d'un deuxième épisode peut-être sur la spiritualité, parce que je pense que l'amour, pas au sens gna-gna, mais au sens énergie, est la racine de tout en fait. Mais quand tu regardes physique quantique, philosophie, etc., tu retournes toujours sur la même chose, quoi. Merci beaucoup pour ces partages. Ma dernière question, elle est plus pointue, donc je te laisse quelques secondes de réflexion le temps que je conclue, et ce sera le mot de la fin. On finira là-dessus. Je laisse toujours le mot de la fin à mon invité. Donc la question, ce sera: qu'est-ce que c'est pour toi, Guillaume, être capitaine de sa vie ? Le temps que tu réfléchisses, je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis, si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire, le noter à son maximum, vous abonner, le partager aussi, en parler autour de vous pour donner le plus de visibilité possible à cette émission. Toutes les ressources sont disponibles sur lescapitaines.com. Vous pouvez retrouver un moyen de vous situer, une sorte d'autodiagnostic qui vous permet de vous situer dans votre transition de vie pour vous poser les bonnes questions en réalisant votre boussole. C'est un questionnaire en ligne gratuit qui vous livre par mail une synthèse avec quelques repères utiles. Si vous souhaitez débriefer de cette synthèse, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi-même où j'essaierai de vous donner sur une problématique précise mes meilleurs conseils liés aux transitions. Et puis j'ai lancé il y a quelques temps maintenant un premier module en ligne pour faire le point en toute autonomie. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Guillaume, encore un grand merci. Je pense que ça appellera d'autres collaborateurs. On n'a pas parlé de BMO, pardon, excuse-moi avant. Quand même, des ateliers découvertes possibles. Un petit moment promo là pour un petit moment promo très savoir rapide. Tous les gens que ça intéresse, comment on peut. Le plus simple, c'est de me suivre directement sur LinkedIn. C'est là que je publie quasiment tous les événements à venir. Et effectivement, on a les open bars de BMO où on prend une thématique, le management, la relation commerciale, la gestion du conflit. Et on a 25 minutes de théorie pour comprendre les mécanismes profonds humains, et ensuite les gens livrent toutes les questions qu'ils veulent et on les décortique en live, et il nous faut 5 à 10 minutes par question et les gens repartent avec une vision, une façon d'apprendre les choses qui est assez surprenante au départ, qui devient après naturelle. Donc ça, je pense que ça peut être les open bars, les initiations, donc il suffit de suivre sur LinkedIn avec mes 3 whisky en plein après-midi. Open bar, ça me parle, donc j'en suis. Merci pour tout, merci pour ce que tu fais, et puis je pense qu'on n'a pas fini de se revoir. Avec grand plaisir. Ton mot de la fin, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Pour moi, c'est d'acquérir progressivement la liberté de vivre épanoui dans le respect des autres et de soi-même. Merci Guillaume Mathias. Un grand merci à toi, merci à vous tous.